Donc, bonjour à tous, bienvenue à cette formation sur la trousse de l'élu en loisirs. Donc, c'est une initiative là, de plusieurs URLS qui souhaitaient offrir en fait du contenu accessible aux élus en loisirs et en fait à tout ce qui touche le milieu municipal, particulièrement en milieu rural. Donc, on a une série de formations, un site web avec des fiches qui ont du contenu. Donc, n'hésitez pas à partager. Pour l'instant, ce soir, là, le réseau des URLS a invité Monsieur Thibault, donc, qui est professeur émérite à l'Université du Québec à Trois-Rivières en récréologie et qui a fait de multiples d'études et une carrière qui s'est dédiée vraiment au loisir. Donc, je vous laisse tout de suite la parole, Monsieur Thibault, allez-y. Bonjour. Un peu, je vais perdre mon écran, ça ne sera pas long. Bon, voilà. Bonjour, écoutez, la formation, entre les 2 heures qu'on va passer ensemble, ça a été né il y a quelques années d'une volonté justement des milieux de mieux comprendre la relation, puis comment la réussir, la relation entre les élus, les fonctionnaires ou les professionnels en loisirs. L'objectif aujourd'hui, il est double, hein. Le premier objectif, c'est de connaître c'est quoi les lois qui s'appliquent dans cette relation-là. Qu'est-ce qu'on dit du rôle d'un élu? Qu'est-ce qu'on dit du rôle d'un conseiller ou de conseillère municipale responsable du loisir? Qu'est-ce qu'on dit du maire? Qu'est-ce qu'on dit du directeur général, du secrétaire général et des fonctionnaires? Il y a des principes, il y a des lois qui existent à ce point de vue-là, qui sont dans le code municipal. Alors, on va se donner le frame de base pour voir. L'autre élément, une fois qu'on a la loi, ben, il y a la vie quotidienne. Alors, comment on fait dans la vie quotidienne pour que tout ça, ça marche dans le respect des gens? Euh, Puis là, on va voir quelles sont les conditions de succès de cette relation-là entre les élus. Le deuxième, mais quand il y a des problèmes à rencontrer, comment on peut résoudre ça? Quelle voie on prend pour résoudre ça? Puis on va essayer de regarder un petit peu plus dans le milieu rural. On comprend que dans le milieu rural, il n'y a pas 25 personnes au service de loisirs d'habitude. Euh, je m'amuse à dire que dans certaines municipalités, ça prend même un permis de conduire la Zamboni pour être directeur de loisirs. Alors, c'est-à-dire on fait beaucoup de choses en même temps. Puis enfin, identifier les compétences, quelles sont les compétences requises chez les élus et chez les fonctionnaires, du fonctionnaire, c'est en sens très positif, hein, et chez les professionnels, si vous voulez. Alors ça, appelons ça le menu, là, quels sont on va les reprendre. Tu sais, il y a des enjeux actuellement, puis moi, ça fait quelques années qu'on a préparé j'en ai revu à moitié pour me préparer pour aujourd'hui, ce qu'on faisait avant. Parce qu'il y a plusieurs difficultés. Attendez un peu, plusieurs difficultés. D'abord, de plus en plus, il y a des points de vue séparés, hein. Les citoyens, maintenant, ils s'expriment plus, ils ont raison, on veut toutes sortes d'affaires. À l'intérieur des conseils municipaux, on l'a vu maintenant, on n'avait jamais vu autant de conseils municipaux où il y a des échanges musclés, c'est le moins qu'on peut dire des fois, polis des fois un petit peu moins. Mais c'est nouveau, ce phénomène-là, qu'il y a plusieurs points de vue qui jouent avec les citoyens qui viennent en. L'autre élément, ben souvent, on voit, je pense qu'il y a une compétence des élus nouveaux, mais en même temps, moi, ce que j'entends des fonctionnaires, c'est qu'il y a des élus qui font de la micro-gestion. Puis en même temps, ben, ça m'étonne pas que des élus puissent être fatigués quand on s'occupe de tout. Ça, c'est quoi le rôle? Ça, c'est des réalités. Souvent, ben, j'ai des élus qui vont me dire, ben là, mais les professionnels, ils se tournent pas assez vite. Il y a des gens qui ont demandé ça, j'ai pas bougé. C'est des éléments qu'on entend. Je vous dis pas que tout ça est. L'autre élément, c'est il y a justement puis il y a une présence active des réseaux sociaux, hein, où on a en temps réel des réactions. Puis souvent, ben, ça occupe beaucoup de notre temps. Puis enfin, mais souvent, on n'a peut-être pas peu d'outils pour donner une base à nos décisions. Si vous êtes dans une grande ville, vous avez des gens qui font de l'analyse, qui font toutes sortes de qui vous aident, qui font des calculs financiers. Mais quand il y a 4 fonctionnaires dans le village, ou même si on monte à 15, c'est quand même pas encore tant que ça. C'est quelques enjeux, mais c'est des enjeux que moi, ça fait assez longtemps que je suis dans ce domaine. Particulièrement depuis 10 ans, on s'est beaucoup rapproché
les enjeux des milieux ruraux, je vous dirais qu'il y a 10 ans, on n'aurait pas parlé de ça. Et ces préoccupations-là auraient été moins présentes. Alors, allons voir maintenant la base. Donc, les lois, ça c'est juste pour introduction, ce que vous attendez, des questions auxquelles il faut peut-être faire face de fois de temps en temps, ajouter à ce que vous venez de dire. Première section, donc, de la présentation des lois. Qu'est-ce que les lois nous disent? D'abord, il y a des principes qu'il faut respecter dans cette relation-là. Hein? Premier principe, c'est les relations. Qu'est-ce qui fait, c'est-à-dire le juge, quand on n'est pas d'accord, ou le juge qui ensemble nous dit vous avez raison, c'est le bien commun. Souvent, ça marche pas quand on oublie qu'on est là pour les citoyens, pour communs, pas juste les individus. Ça, c'est pour moi, là, tous les fois qu'il y a un enjeu, qu'on discute de choses, il faut toujours se rappeler qu'est-ce qu'on a en commun, les deux. Ça, c'est un principe, évidemment. Donc, le bien du citoyen de la communauté est toujours au centre des relations. L'autre principe, c'est qu'il y a des règles qui existent qui sont incontournables. Hein? Entre les fonctionnaires, puis ça va venir plus concret tout à l'heure, mais dans le fond, on s'aide l'un l'autre, hein? C'est réciproque. Il faut toujours avoir ça en tête. Les deux, moi, le fonctionnaire a besoin de l'élu, puis l'élu a besoin du fonctionnaire, puis comment? L'autre élément, c'est qu'on a des rôles, je vais en parler des rôles propres. Il y a des rôles chacun, et ça, faut ça, chacun, donc il y a des rôles qui sont propres, il faut savoir ce que chacun apporte à l'autre. Puis ça prend une confiance. Parce qu'à la vitesse de son tour, au nombre de choses qu'on a à faire face, s'il n'y a pas une confiance de base, ben, il faut prendre le temps et la regarder. Même dans les emplois, hein, quand on voit ça souvent même quand les gens se mettent à pied, quand il y a des cas de mise à pied, souvent on dit ben, il y a eu un bris de confiance. Alors ça, c'est un autre principe qui est majeur. Et que l'autre, ben, c'est le respect de la zone de chacun, puis là, on va coopérer, mais c'est souvent dans ce qu'on va faire ensemble. Là, ben, tenons ça, là, mettons ça comme si c'est comme les commandements de base. Puis après ça, on va pouvoir passer à quelque chose de plus. Ça va nous inspirer pour tout le reste. Je commence avec un petit topo, même un petit peu. Je suis allé interviewer un maire qui en a fait longtemps, qui a été presque 16 ans, mais c'est pas une grosse ville, hein, vous voyez, 546 habitants. Alors, vous pourrez pas dire il y a 1 200 000 de budget. Puis leur dette, eux autres, c'est 100 $ d'évaluation. Par 100 $ d'évaluation, elle est à 2,83. Donc, elle est un petit peu plus légère. Puis, ils ont eu récemment un problème, pas une question. Ils ont eu à convertir une église. M. Marion n'est plus maire, là, il s'est pas représenté à la dernière élection. Et en même temps, ben, actuellement, il est maire de l'Institut, il est président, c'est pas maire, président du conseil d'administration de l'Institut de santé publique du Québec. Alors, M. Chalet m'a posé une couple de questions. Alors, M. Denis Marion, vous êtes maire de la municipalité de Mathieu-Ville. On peut qualifier de rurale avec 500 habitants. Alors, et vous êtes là depuis combien d'années? Je suis au conseil municipal depuis 2001, maire depuis 2005. Donc, il y a une large expérience derrière les réponses que vous allez nous donner. On peut espérer. Alors, comme maire, si j'étais votre responsable de loisirs, qu'est-ce que vous attendez d'un responsable de loisirs? On attend le développement, en fait. Ce qu'on souhaite, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de ce qui se passe, de l'évolution des choses aussi, et qui a une vision ouverte sur ce qui peut être fait dans un milieu comme le nôtre. Et à l'écoute particulièrement de qui, de quoi? À l'écoute de tout ce qui peut toucher les loisirs. Autant ce que les citoyens peuvent demander que ce qui peut être fait ailleurs et qui pourrait être tenté chez nous. Donc, quelqu'un qui est branché sur les réseaux de loisirs, là, si on veut. Ah, ben, et cette personne-là, quand vous l'engagez, vous attendez quelles compétences particulièrement? C'est sûr que, particulièrement dans les petits milieux comme le nôtre, il n'y a pas beaucoup de personnel affecté aux loisirs. Donc, c'est quelqu'un qui coordonne des groupes de bénévoles, donc un sens de l'organisation hors du commun et probablement, inévitablement, la polyvalence. Mais c'est vrai, j'oubliais, le premier allié, probablement, c'est le directeur général, le directeur général dans la municipalité. Alors, donc, parlez-en à quelqu'un qui va pouvoir intervenir.
Dans certains cas, j'imagine que si la relation est bonne, tu peux en parler directement avec le premier Bien sûr, conseiller, bien sûr. bien sûr. Mais évidemment, à la limite, c'est le maire qui va parler au conseiller. Il y a des chances. Il est fort. Vous n'avez pas entendu la question, je vais y revenir tout de suite. Quand vous posez la question, quand ça ne va pas entre un élu puis un responsable de loisirs, qu'est-ce que vous conseillez de faire? Je vais réaliser qu'on a échappé la question, mais vous avez la réponse avant. Alors allons-y avec la liste. Ah, on ne l'a pas eu. Bon, je retourne, excusez-moi. Alors, M. Denis Marion, vous êtes maire de la... C'est sûr que, particulièrement dans les petits milieux comme le nôtre, il n'y a pas beaucoup de personnel affecté. Excusez-moi. Alors, donc, parlez-en à quelqu'un qui va pouvoir intervenir. Dans certains cas, j'imagine que si la relation est bonne, tu peux en parler directement avec le premier Bien sûr, conseiller, bien sûr. bien sûr. Mais évidemment, à la limite, c'est le maire qui va parler au conseiller. Il y a des chances. Il est fort, pas de probabilité que Ouais. ce soit lui qui le fasse. Alors voilà un autre cas aussi qui est assez fréquent, hein, quand il y a les années électorales. Oh oh. Hein? Oui. Là, vous avez un conseil municipal nouveau qui vient d'être élu en disant que tout ce qui s'est fait avant, ça coûtait trop cher, il n'aurait pas dû être fait, ou ils n'ont pas assez dépensé, peu importe, ça dépend du mouvement de pendule qu'on observe souvent dans les élections. Mais il arrive donc fréquemment que le permanent loisir, qui lui, par tâche, par éthique, a appliqué les orientations du précédent conseil, se trouve dans une situation qui peut être délicate à tout le moins, pour ne pas dire des fois d'autres choses, c'est-à-dire qui est associé à l'ancienne gang dans certains cas. Hein. Tout à fait. Alors là, devant cette situation-là, vous l'avez vu des conseils à sortir et entrer, là, oui. Qu'est-ce que l'ABC du comportement d'un permanent loisir, qu'est-ce que ce serait? Oui. Dans un premier temps, si ça arrive au permanent loisir, il y a des chances que ce soit aussi vrai pour le directeur ou la directrice générale, que ce soit aussi vrai pour d'autres professionnels de la municipalité. Donc, il faut tout de suite dire que le professionnel en loisir est peut-être pas tout seul dans la situation et que le fait de parler à ses collègues puis de voir quelle attitude développer pour pas qu'il se retrouve tout seul là, dans cette situation-là. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que le permanent loisir, à travers le temps, a développé des liens, des contacts avec les citoyens. Et puis là, que ce soit bien clair, là, je veux pas qu'à aucun moment on pense que ce que je suggère, c'est de monter les citoyens contre le nouveau conseil. C'est pas ça. Parce que le nouveau conseil a été élu. OK? C'est l'effet de la démocratie, là. Les citoyens ont raison à la fin. Mais il y a peut-être moyen de parler avec des citoyens pour que quelque part, les citoyens puissent s'exprimer aussi auprès du conseil sur les orientations qui avaient été prises. Parce que je serais très surpris que ces orientations-là soient uniquement celles du conseil. Généralement, les citoyens ont eu à voir avec le cheminement ou le développement des projets de loisirs. Donc, quelque part, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'informations là qui peut circuler. Et l'autre élément, inévitablement, c'est aussi de travailler à essayer d'établir un lien de confiance avec les nouveaux élus. Et il faut accepter que les citoyens choisissent de nouvelles équipes. Nous, comme élus, on doit accepter, quand on se présente, que le résultat ne soit pas nécessairement celui qu'on espérait. Et c'est évident que dans un univers où il y a des élections aux 4 ans, il y a des changements. Et il faut se préparer à ça. Et les étapes doivent se traverser les unes après les autres. Et donc, il faut aussi peut-être essayer de créer la confiance avec les nouveaux élus, présenter peut-être un autre aspect de la situation, donner des informations. Un conseil que je donnerais certainement, c'est de ne pas confronter en essayant de se justifier. Moi, je pense qu'il faut présenter les choses, expliquer les contextes, etc., puis voir comment la situation va se dérouler. J'imagine. Alors, ce qu'on vient d'entendre, dans le fond, on va le reprendre en détail, mais ce que cet élu-là nous dit, on va entendre le directeur de loisirs tout à l'heure. Ce que cet élu-là nous dit, je veux quelqu'un qui soit capable de me donner des orientations, de m'informer sur ce qui se passe dans la municipalité, quelqu'un aussi qui soit capable, parce que là, je l'ai soulevé parce qu'on est en allée, je pense qu'on est en allée électorale,
Alors, c'est sûr qu'il y a des permanents qui vont se retrouver devant un nouveau conseil avec des orientations différentes. Alors, il lui dit, mais écoutez, l'orientation, ça appartient au conseil municipal. Déjà, vous l'entendez là-dedans, on va passer dans le cadre légal, puis allez le voir. Alors ça, c'est pour ça qu'il y a comme une introduction par un élu aussi, là, que je disais. Et si on y va maintenant dans le cadre légal, là, on y va dans les documents des affaires municipales qui nous disent le conseil veille à la qualité de vie de sa communauté. Ça, les élus doivent toujours prendre leurs décisions dans l'intérêt des citoyennes et des citoyens qu'elles représentent, et seulement lors des assemblées du conseil sous forme de règlements de résolution. En d'autres termes, je pense que le paragraphe qui suit là, pose les choses correctement au départ au plan du pouvoir. Individuellement et en dehors des assemblées du conseil, les élus ne peuvent pas prendre de décision au nom de la municipalité, sauf le maire ou la mairesse dans l'exercice de son pouvoir dans des situations d'urgence. Vous les connaissez. En d'autres termes, le conseil municipal, comme les gens dans un conseil d'administration, dans le fond, leur pouvoir de prendre des décisions, un pouvoir qu'on prend ensemble. Ça tient à la capacité d'agir ensemble. Alors là, vous allez me dire, ben, c'est quoi le rôle, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, mais c'est quoi le rôle d'un conseiller responsable du loisir, alors? Parce qu'on n'est pas dans le gouvernement, là, selon cette loi-là, on n'est pas dans un gouvernement où, parce qu'on est, un conseiller, c'est pas un ministre. Un conseiller, c'est comme des députés ensemble, ça ressemble plus au Parlement qu'au ministre. Ça, c'est la base, là. On va essayer de construire maintenant comme on vit ça au quotidien, puis vous l'avez très bien soulevé, hein, surtout en milieu rural. Alors, puis, qu'est-ce qu'on dit des professionnels? Les professionnels, ils occupent, eux autres, auprès des élus, une zone d'influence et pas d'autorité. Ça aussi, c'est important quand on est professionnel de dire, je présente les faits, c'est ce que disait M. Marion, tels qu'ils sont, on va y revenir quand, puis ma job, c'est ça. Puis M. Marion dit, c'est pas une question d'opinion personnelle entre un élu puis un fonctionnaire non plus. Mais donc, comprendre que nous, les professionnels vont avoir à présenter les choses. On va venir plus loin. Qu'est-ce qui va qualifier, qu'est-ce qui va faire que ta présentation est de qualité? On va y revenir, mais c'est une zone d'influence que tu occupes. L'autre élément aussi, c'est que la compétence professionnelle, c'est la clé de la reconnaissance et de l'influence. Parce que si moi, comme professionnel, je me prends juste comme un individu qui dit, ah ben, c'est mon opinion, ben, pas parce que t'as rien apporté de nouveau, là. C'est une opinion comme un autre citoyen qui pourrait être là. Alors donc, on va en parler. C'est quelle est ta compétence? Qu'est-ce qui fait que tu as un rôle particulier? Et quand la réponse, il y en avait un petit peu dans ce que disait Denis Marion tout à l'heure, mais je vais y revenir. Donc, c'est quoi? Objectivité des faits. Hein? Donc, engagez pas Trump là, comme responsable de loisirs là, avec les faits et il regarde ça autrement des fois. Analyse des besoins de la communauté. Comme élu, vous avez souvent, ceux qui sont élus, là, comme ben, on rencontre des gens partout hein, qui nous disent, ben, je me souviens, j'avais fait venir des présidents du MQ dans un cours que je donnais là-dessus. Puis ils disaient, ben là, je me souviens, c'est comment qu'elle s'appelle, l'ancienne mairesse de Boucherville, là, qui est maintenant ministre de la Famille, puis qui a été présidente du MQ. Elle dit, moi, je rencontre du monde, puis là, les gens disent, oh, là, tous les membres, les parents, c'est ça qu'ils veulent. Ben, et des fois, c'est juste ton beau-frère. Là. Alors, c'est-à-dire que mon objectif, quand je l'entends, mais il faut que les professionnels, mon permanent loisir, que j'espère être compétent, va être capable de me dire, ben là, ça correspond à quoi? Comment je comprends ce que j'ai entendu? Okay? Donc, puis en même temps, on lui demande de connaître les meilleures pratiques, qu'est-ce qui se fait dans le domaine. Tu sais, c'est les deux. Puis c'était repris, je pense que Marion le disait. Alors ça, le professionnel, son rôle, il est là. Alors là, on a commencé à placer quelques affaires. J'aimais bien je ne sais pas si vous reconnaissez l'ancien maire de Québec, Jean-Paul Lallier, qui a été ministre du loisir aussi déjà, puis il disait, que j'ai pris d'une entrevue qu'il a faite, les fonctionnaires ne sont pas juste là pour exécuter, mais pour recommander des choses, faire des analyses, voir venir et te conseiller. Comme maire, comme élu, on t'es pas là pour prendre des décisions. Tu es là pour prendre des décisions. Au conseil municipal, c'est pas à toi qui fais le recrutement du personnel puis accorde les contrats. Ça, c'est un autre principe, là, vous voyez? Puis ça, c'est un maire qui nous le dit. Là. Et en haut, dans la phrase, hein, c'est pas de tout mêler. Un maire dans une ville, ce n'est pas le directeur général aussi.
on va revenir sur le directeur général tout à l'heure, c'est quand le maire, avec ses élus, prend des décisions par-dessus la tête des fonctionnaires que ça fout le bordel habituellement. Alors ça, c'est parce que là, on s'approprie tout au conseil municipal, toutes les décisions qui appartiendraient éventuellement à la fonction publique. Mais là, vous comprenez, c'est ça, on s'en va au burn-out. Ça va bien. Alors donc, le rôle des professionnels, exécuter, analyser, prévoir. Ça aussi. Alors, maintenant, là, le code municipal, qu'est-ce qu'on dit? Allons dans la loi. Le chef du conseil exerce le droit de surveillance, d'investigation et de contrôle sur les affaires et les officiers de la municipalité, voit spécialement à ce que les revenus de la municipalité soient perçus et dépensés suivant la loi, veille à l'accomplissement fidèle et impartial des règlements et des résolutions et communique au conseil les informations et les recommandations qui soient convenables dans l'intérêt de la municipalité ou de ses habitants. En d'autres termes, comme conseil de municipal, quand on fait un règlement, si c'était au Parlement, ça s'appellerait une loi. Nos lois, ça s'appelle des règlements de la municipalité. Le maire a la responsabilité de s'assurer de veiller à ce que, surveiller que ça se fasse, sans nécessairement que c'est lui. Ça, c'est le rôle du chef. Si on y va maintenant, les comités du conseil, on va ramasser ça tout à l'heure. Le conseil doit exercer direct les pouvoirs que lui accorde le présent code. Il ne peut pas les déléguer. En d'autres termes, le conseil de ville ne peut pas déléguer, même à un conseiller, ses pouvoirs sur des politiques, sur les budgets, etc., par exemple. Cependant, il peut nommer des comités composés d'autant de ses membres qu'il juge convenable, avec pouvoir d'examiner, d'étudier une question quelconque. Dans ce cas, les comités rendent compte de leurs travaux par des rapports signés, bon, on verra, là, des fois on peut le faire verbalement, par leur président et la majorité de leurs membres. Nul rapport de ce comité n'a d'effet avant d'avoir été adopté par le conseil. Donc, quand on crée un comité ou qu'on a, ça peut être un individu responsable de loisirs, il est redevable constamment au conseil municipal. Il peut aller chercher l'information, il peut questionner tout le monde, mais il peut pas, quand c'est une décision de niveau du conseil municipal, faut qu'il revienne là. Ça, c'est quand même très clair. Puis, alors, on va, la directrice, je dirais générale, parce qu'on a dit le restant au masculin, alors je vais féminiser cette partie-là, garder un peu d'équilibre, mais assure la communication entre le conseil, le comité administratif et les autres comités d'une part, et les autres fonctionnaires et employés de la municipalité d'autre part. À cette fin, il a accès à tous les documents de la municipalité et peut obliger tout fonctionnaire ou employé à lui fournir tout document et tout renseignement, sauf si celui-ci est d'avis du directeur du service et d'avis de l'avis du directeur de police, c'est de nature confidentielle, s'il vous plaît. Il aide le conseil et les comités administratifs, quand il y en a dans les villes, aussitôt de comité à préparation. En d'autres termes, comme s'il y avait deux entités, hein. Vous avez l'entité des décideurs qui donnent les orientations, qui réagissent, qui corrigent, qui ajustent. Bon. Puis vous avez l'entité de la machine administrative, puis la rencontre entre les deux, là, c'est par le directeur général. Ce qui fait que le patron de tous les fonctionnaires, c'est le directeur général, ce n'est pas le maire. Ce n'est pas ou le patron du responsable de loisirs, ce n'est pas le conseiller responsable du loisir. Au sens légal, on garde la loi là, hein, on va regarder après ça comment on peut vivre avec ça. Au sens de la loi, le reste de votre permanent loisir, son patron, c'est le DG. Ça, c'est une règle là, qu'il faut mettre tout le. Alors, en d'autres termes, qu'est-ce que nous dit? Il y avait un guide d'accueil qui a existé pour un texte du ministère qui est adressé aux fonctionnaires. Dit, les gestionnaires municipaux sont en relation constante avec les membres du conseil. Toutefois, le directeur général est l'interlocuteur des élus dans leur communication avec l'administration. Alors, donc, quand il y a un problème, dans l'exécution des tâches, chacun est appelé à jouer un rôle distinct. Les tensions entre les élus et les gestionnaires surviennent parfois lorsque la répartition des responsabilités est imprécise. Ben, c'est un peu comme si on joue ensemble puis que les règles du jeu, quelqu'un me disait, c'est comme jouer au hockey puis avoir quelqu'un qui promène la ligne rouge pendant la game. Il faut que les règles soient claires. Donc, la clarification et le respect des champs de compétences favorisent le climat de collaboration
De manière générale, les gestionnaires se chargent d'appliquer les décisions prises par le conseil et agissent comme intermédiaires entre le conseil et la population. Et là, les gens qui se posent des questions, mais oui, mais nous, c'est nous qui représentons la population, qu'est-ce que le fonctionnaire vient faire là-dedans? Alors ça, ça crée souvent des difficultés qui ne fait pas, mais on va s'en occuper dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'ils disent dans ce guide-là aussi adressé? Il dit les gestionnaires municipaux sont en contact avec la population. Leur rôle n'est pas seulement d'assurer que les décisions du conseil soient respectées par les citoyens, mais aussi de favoriser la communication entre la municipalité et les citoyens. Là, on va commencer à voir que, à un moment donné, il y a des affaires qu'on va faire ensemble. Chacun dans son rôle. À cette fin, les gestionnaires sont appelés à fournir de l'information et des conseils pertinents aux personnes qui s'adressent à eux. Ils doivent recevoir les commentaires, les plaintes sur les actions proposées par la municipalité. Les gestionnaires doivent donc avoir une bonne capacité d'écoute, un sens de l'accueil. Avec les réseaux sociaux, la quantité de courriels, de commentaires, comment on gère. Avant d'un ville, chacun recevait ses affaires puis vivait avec. Maintenant, on n'a pas le choix de dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Quand un conseiller municipal reçoit un courriel qui dit, ben, il y a telle affaire, qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis la même chose avec un fonctionnaire. Parce que là, si chacun décide qu'il reste ça tout seul, il donne ses décisions à lui tout seul, vous comprenez qu'au bout de la ligne, le risque est très grand qu'il y ait une espèce de, comme disait monsieur Lallier, que ça soit le bordel quasiment. Alors ça, ici, encore là, tu vois, si on va un petit peu plus loin maintenant, puis on parle de la ligne d'autorité, avec ce qu'on vient de voir dans la loi puis dans les conseils qui sont donnés, donc, vous avez le conseil municipal qui est la grande autorité. Le conseil municipal, la personne, je veux dire, qui représente, qui porte les décisions du conseil, pas qui les prend à sa place. Parce que le maire n'a pas plus de pouvoir de décision, sauf à moins qu'on lui délègue des responsabilités. Il y a des pouvoirs de vérification, mais il faut qu'il y ait un mandat de la mairesse. Là, ensuite, ben, le maire fait le lien avec la direction générale avec la direction du loisir, peu importe le nom que vous lui accordez. Alors, ce qu'on va avoir des fois, c'est qu'on va avoir le conseiller responsable du loisir puis des comités du conseil. Alors, évidemment, ça, c'est des comités, la ligne est entre le conseil, mais il y a des communications. C'est pour ça que là, il y a un travail d'équipe qui va se faire, mais c'est des communications où le conseiller, lui, il veut être capable d'éclairer le conseil le plus possible. Okay? Puis pour le responsable de loisir, ben, c'est peut-être la personne qu'il faut informer, qu'il faut mettre dans le coup le plus possible, parce que souvent, c'est celle qui le porte. Mais le conseiller, il y a un jeu de deux compétences qui se rencontrent. Si on est capable de faire un travail d'équipe, c'est le bonheur. Hein? Mais le conseiller, je vais vous donner un exemple que j'ai entendu. Tu sais, c'est pas le camp de jour commence, on rencontre les parents. Il y a des parents qui disent on fait ça, puis sur place, le conseiller dit ben, ça va être comme ça la prochaine fois. Et là, il est en train de miner la crédibilité de son responsable de loisirs. Parlez-vous-en en coulisses, mais parlez-en pas tout de suite pour prendre la place parce que les conseillers, c'est pas ta responsabilité d'influencer la face, de décider sur le coup comment ça va marcher. Celui qui a la responsabilité, c'est le responsable de loisirs ou son coordonnateur de temps de jour. Maintenant, si lui voit dans tout ça qu'il y a une mauvaise orientation, ben, on peut revenir, on peut en discuter, puis peut-être que dans le prochain budget ou dans la prochaine orientation du conseil, on corrigera. Mais sur le terrain, en tant que conseiller municipal, le conseiller responsable de loisirs n'est pas le conseiller municipal, c'est ce qu'on est en train de se dire. Puis si on a confié la réalisation de quelque chose au personnel, donc au fonctionnaire, ben, c'est le fonctionnaire qui doit le réaliser. Mais vous comprenez que, pour ça que j'ai dit qu'on pourrait y aller en 3 étapes, hein. La loi, comme on vit ça au quotidien. Mais je pense que ça, là, cette ligne-là est importante. Maintenant, qu'est-ce qu'il demande? Il y avait dans ce guide-là les publications du Québec qui disaient, une fois élus, à partir de leur expérience et leurs compétences professionnelles et fonctionnaires, proposent au conseil, donc, qui disent quels sont les rôles, proposent au conseil des politiques nouvelles, des modifications au règlement, des politiques, suggère différentes solutions faisant ressortir les avantages. En le fond,
on va le dire un petit peu plus loin, mais on peut déjà le voir. Tu sais, quand vous prenez une décision, on a considérant, en vertu de ça, on prend telle décision. Ben, souvent, le personnel permanent, il devrait nous éclairer d'un considérant. Mais, d'une part, ça, c'est la réalité qu'il doit nous montrer. C'est évident que la décision, c'est pas lui qui la prend. Une fois une politique adoptée, il leur incombe de prendre toutes les décisions nécessaires à son application. Ça, c'est clair. Et c'est un peu ce que disait M. Marion tout à l'heure. Ben, si le conseil a viré quelque chose qui se faisait avant, mais c'est lui qui a décidé, ben, tu tranches. Tu peux lui donner de l'information, tu peux tout expliquer, mais à la fin, tu n'es pas toi qui décides. Ça, je pense que c'est important et qu'on l'ait toujours en tête. Le conseil, qu'est-ce qu'il attend des fonctionnaires? C'est ce qu'on nous dit dans ce document-là. Agissent dans l'intérêt de la municipalité. Informe régulièrement le conseil sur la situation administrative et financière de la municipalité. Et souvent, ça appartient souvent au secrétaire général, au secrétaire trésorier ou au directeur général. Signale les besoins futurs de la municipalité et fasse le remonte. Je vais vous donner un exemple dans le monde du loisir. Depuis quelques années, bien sûr, on sait que, bon, je l'ai vécu récemment dans un village, il est arrivé 10 familles syriennes. Ben, ça serait normal que le responsable du loisir dise, ben, ça va avoir quoi comme impact, ça, dans les loisirs de la municipalité, tu sais? Ça peut être d'autres choses, mais c'est avant, on faisait aussi des recommandations. On voyait bien venir le vieillissement de la population. Et puis, des fois, j'ai vu un fonctionnaire dire, ben, écoutez, là, on est en train de vieillir, peut-être qu'on mettra plus autant d'argent dans les modules d'enfants d'impact, mais on va peut-être besoin de mettre des bancs, mettre des fleurs, permettre aux personnes âgées de prendre de l'air et puis marcher. Mais allumer ça sur des grandes orientations comme ça. Reconnaître le cas échéant recommander l'adoption de politiques pour assurer la sécurité et le bien-être de la population. Et enfin, s'assurer que les règlements et résolutions du Conseil soient rigoureusement appliqués. Et ça, c'est ça aussi, là, ton devoir de, de discipline. Donne suite aux plaintes concernant l'administration ou la qualité des services publics. Voilà ce qu'on. Maintenant, les fonctionnaires, eux autres, qu'est-ce qu'ils attendent du Conseil à l'autre bout? Dans ce que nous dit le ministère, il nous dit leur témoigne sa confiance, manifeste leur solidarité et adopte une attitude d'ouverture. C'est beau. Je pense qu'on ne peut pas être contre ça. Mais c'est autant le fonctionnaire n'a pas à critiquer ses élus, autant quand il y a quelque chose qui ne va pas, il ne faut pas tout dire avant de donner tort aux élus, il y a des choses à ces fonctionnaires, vous peut-être en discuter avec eux autres. Il ne faut pas pelleter le problème ou le mauvais rôle partout. C'est un peu ce qu'il dit, manifeste leur solidarité. Dans le fond, ce qu'on est en train de dire, malgré ce qui semble être flou, c'est une équipe leur fournisse les instruments dont ils ont besoin. Précise la nature des tâches confiées. Ça, on va y revenir parce qu'au Québec, vous savez, depuis déjà une vingtaine d'années, la règle dans l'administration publique, on appelle ça la gestion par résultat. Alors, quand on commande des choses, quand on confie des tâches, on dit que ce qu'on voudrait, c'est que tu fasses ça, puis voilà ce qui fait que nous autres, ça va, les résultats qu'on attend de ça. Puis après ça, on fait confiance à la compétence professionnelle, si vous choisissez les bonnes personnes pour la façon de gagner. Évaluent leur travail. Il y a une petite note que j'ai prise dans le document-là. C'est une critique est nécessaire qu'elle soit en privé, impersonnelle et préserve le climat de confiance. Je pense que, surtout quand on n'a pas 85 fonctionnaires, leur permet d'exprimer leur point de vue et respecte leur opinion, même dans des situations controversées. On cherche ensemble ce qui est mieux. Des fois, c'est pas clair, hein, qu'est-ce qui est le mieux. Il faut en parler. Et ça, c'est ce que les fonctionnaires attendraient du conseil municipal, puis étudier attentivement leurs recommandations et leurs positions. C'est ce qu'on trouve dans les documents. Puis enfin, une traite avec les employés qui relèvent du directeur général que par l'intermédiaire et en présence de ce dernier. Ça devient, je pense que c'est important aussi de, ce que ça veut dire, pas être obtus, on peut se parler, mais je pense que s'il y a quelque chose qui change, qui demande un changement chez un fonctionnaire, qui demande de faire une tâche de plus,
ben, faut que son patron le sache. Parce qu'il ne sait pas, ben là, comment vous voulez que. Parce qu'on ne devient pas parce qu'on est élu patron du fonctionnaire qui travaille dans notre domaine. Faut qu'on se convienne des grandes lignes avec le DG, parce qu'après ça, là, ça commence. Je vais vous donner des exemples de permanents en loisirs qui n'ont pas fait longtemps. C'est dans une MRC. On avait engagé quelqu'un pour servir 3 municipalités. Alors, évidemment, il se ramassait avec trois responsables de loisirs, 3 secrétaires généraux, 3 secrétaires trésoriers. Vous imaginez, après 3 mois, la personne était crevée. C'est plus où Alors, c'est important que la ligne directrice soit respectée le plus possible. Enfin, ben, en même temps, tu sais, quand moi, c'est une enquête qui a été faite par un il est maintenant professeur, là, mais qui était un de mes anciens étudiants à l'époque. Il avait demandé au conseil municipal, il a fait une enquête auprès de 400-500 élus municipaux, puis il dit d'où ça vient les sujets que vous avez traités dans le domaine. Ben, il dit, tu sais, sur 5, c'était 1 sur 5, là, 1 à 5, ben, le principal, c'est le service de loisirs. Donc, c'est vrai que dans la pratique générale, nos conseillers, en principe, ce sont nos fonctionnaires. Ça va. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, mais ça, c'est sur la règle générale, là, que ça clarifie des choses. S'il y a des sous-questions là-dessus, on peut prendre le temps qu'il faut, là. Ça va? Ça clarifie-tu les choses, oui? OK. Alors, on va y aller maintenant dans les principes. On va aller vivre au quotidien. Ça, ce que je vous dis, c'est les règles, hein. Maintenant, moi, habituellement, je m'amuse à dire que les règles, c'est pas le plafond de la maison, c'est le plancher. On va pas en dessous de ça, mais on peut, après ça, là, ça va dépendre des personnes, de l'effort personnel des individus. Alors, si on va à ça, qu'est-ce que ça, au quotidien, les pistes pour savoir être et savoir agir ensemble, hein? D'abord, le travail d'équipe, on va le reprendre. Ça veut dire que il y a des comités de travail. Si vous avez un comité loisir, puis qu'on est capable de travailler ensemble, même informellement, de réfléchir ensemble, de faire des choses ensemble, ça, c'est la base dans l'informel. Si tout devient formalisé comme si on était quand. L'autre élément, c'est assurer la réciprocité, la complémentarité. Qu'est-ce que j'ai besoin de toi, puis toi, qu'est-ce que tu as besoin de moi? Alors, je vais y revenir, mais ça, c'est l'autre règle qu'il faut s'assurer de bien comprendre ce que l'un apporte à l'autre. Ça, pour souvent, ensuite, ben, vous allez aussi avoir les enjeux dans la relation. Bon, il y a des enjeux de l'ingérence, la microgestion, des attentes qui sont pas précises, les rôles qui sont pas précisés, mais ça, c'est-à-dire que rapidement. Moi, si je suis fonctionnaire, puis qu'on me demande quelque chose, je vais poser des questions pour bien être certain. Ou inversement, quand on reçoit une proposition, qu'on voit un comportement, on va faut prendre le temps de rendre les choses claires. Il ne faut pas avoir peur de les clarifier, parce que des choses non dites, parce qu'on ne veut pas les aborder, qui traînent, ça peut devenir explosif sur rien. Je vous dirais que c'est quasiment comme des relations de couple, cette affaire-là. Mais faut être capable de prendre ce temps-là. Puis l'autre, enfin, quand rien fonctionne, il faut savoir agir, il faut savoir être. C'est important. Là, ça, je dirais, c'est une coupe de. Moi, je retiens ça, là. Il y a le cadre légal, il ne peut pas déborder, il ne peut pas mettre les bottines des autres, pas porter des bottines qui ne nous appartiennent pas, si vous voulez. Mais dans le travail d'équipe, ça devient un principe assez important. L'autre élément maintenant, le travail d'équipe, le principe, c'est quoi qui fait un travail d'équipe? Même objectif, la qualité de vie de la population. C'est sûr que quand, dans un conseil municipal, on a des politiques de loisirs, on a des politiques MADA, qu'est-ce que c'est ça, dans le fond? C'est ce qu'on a déclaré qui normalement devrait nous rallier, puis on réalise les choses autour de ça. Quand il n'y a rien qui est dit, puis c'est pas clair, c'est évident que c'est plus difficile. Mais je pense que c'est toujours se rappeler là, c'est-à-dire le programme politique est démocratiquement accepté. Alors ça, moi je dis aux fonctionnaires, écoutez, le programme politique qui a amené les gens au pouvoir, mais ça, il faut considérer que c'est un choix démocratique. Ça devient ce sur quoi tu dois travailler.
Mais les cibles propres aux loisirs vécus par les professionnels, puis le professionnel, il peut, lui, un peu, qui peut dire, ben, c'est comme ça que ça suit le loisir. J'imagine que quand vous rencontrez le responsable des incendies, ben, il va vous dire, écoutez, si vous voulez, la couverture incendie, c'est ça. Hein, c'est la nature, c'est ça qu'il porte. Après ça, la ville prend ses décisions autour de cette préoccupation-là. L'incontournable, on travaille pour la même organisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Connaître la réalité puis les textes officiels dans chacun, c'est ce que j'ai. Éviter les silos puis l'indiscipline. En d'autres termes, quand je dis l'indiscipline, c'est de la rigueur. Hein. C'est comme ça, c'est là où on s'en va. Mais là, si tu débats, puis tu es en train de remettre ça en question, puis ça vient d'être voté, ben là, c'est qu'on dit, c'est pas dans l'agenda, là. Il faut savoir le reconnaître. Utiliser et promouvoir la médiation du directeur général et de la mairesse, c'est-à-dire si, c'est un peu ce que disait M. Marion tout à l'heure dans l'entrevue, il dit, ben dans le fond, si moi j'ai des problèmes comme fonctionnaire, ben, je vais travailler avec mon directeur général. Si comme conseiller, c'est pas clair, ben, on va souvent, le directeur général va en parler au maire ou à la mairesse, qui va en discuter avec son conseiller. Tu sais. Il y a ce chemin-là, mais il faut travailler ensemble pour la même organisation. Quelques façons de faire. Ben, tu sais, ce qu'on trouve, moi, ce qu'on a revu comme exemple dans les villes où ça marchait, on participait ensemble d'un comité plénier. On faisait des lacs à l'école. Il y avait des commissions. Il y avait de l'information aussi. Donc, on circulait. Puis il y avait, on s'est donné, et ça, c'est nouveau, mais je répète, la gestion des médias sociaux. Parce qu'aujourd'hui, écoutez, vous regardez les nouvelles à la télévision, puis à la radio, partout, dans les journaux, et on a vu qu'il y a des personnes qui ont dit ça sur les médias sociaux. Ça, on peut pas tout le monde, je répète, mais chacun régler ça ensemble. Il faut se donner une mécanique de gestion. Et le plus souvent que j'ai remarqué, c'est quand l'élu reçoit quelque chose, il répond à la personne en disant, j'ai acheminé votre demande aux personnes responsables. La personne responsable répond avec copie conforme à l'élu. Si l'élu se met à répondre tout seul, de toute façon, il peut mettre son conseil municipal dans l'embarras. Puis je me souviens de M. Raes, qui était venu au cours, l'ancien maire de Victo, là, qui est député maintenant. Mais il dit, moi, quand j'ai été élu, j'étais content. Là. Les citoyens m'apportaient, je vois régler ça. J'étais bien content. Il disait, ben là, j'ai été élu, je peux répondre. Puis les gens, c'est très, très, très plein de bonnes intentions. On fait ça pour servir. Il dit, je me suis rendu compte qu'une fois, j'avais dit, OK, on va corriger ça. Mais là, j'ai créé d'autres problèmes parce que je n'ai pas regardé le big picture, j'ai juste regardé le cas individuel. Alors, c'est pour ça que je vous dis des façons de faire qu'il faut que ça. Les 4 points qui sont là, c'est des points où on a démontré qu'on arrivait à se rencontrer, puis que à travailler en équipe. Je vais peut-être commenter sur un qui est moins clair, le flux d'informations puis le processus décisionnel. Je pense que tout tient à l'information. J'ai reçu quelque chose, je t'en parle, on se donne un moyen. Moi, c'est pas, moi, je suis l'échevin responsable du loisir. Je peux, une fois par semaine, une fois par 2 semaines, selon, aller rencontrer mon responsable de loisir pour savoir comment ça va. Et lui, il sait qu'il peut m'en parler. Tu sais. Puis là, ben, ensemble, lui, il dit, ben, moi, OK, je vais en parler au conseil, puis moi, comme fonctionnaire, OK, je vais en parler avec le directeur général. C'est possible. Tu sais, cette information-là. Parce que souvent, je me dis, on peut ne pas s'entendre sur la façon de faire les choses, mais on est obligé de s'entendre sur la réalité, sur les faits. Si on ne s'entend pas sur les faits, ben là, à un moment donné, c'est impossible. Et si on s'entend sur les faits, c'est normal là, qu'il y ait des débats sur la façon de faire les choses, parce qu'il n'y a rien d'automatique. Mais je vous dis, le travail d'équipe, là, donc ce qu'on est en train de voir là, c'est en dehors de liens formels, en le respectant, mais je pense que particulièrement les plus petites municipalités, puis même les plus grandes, hein, c'est toutes ces rencontres-là, c'est l'information, se donner des lieux de discussion, des lieux de rencontre où là, on enlève nos habits de fonctionnaires, puis nos habits de l'élu, puis on cherche ensemble. Puis vous disiez tout à l'heure, je pense que c'est Marc-André, là, dans la première question, on est à la fois, on est un citoyen, un bénévole, un conseiller municipal, on est tous ensemble. Mais ça, c'est-à-dire, on peut respecter la règle, la façon de faire, mettre notre chapeau quand c'est le temps,
Mais en dehors de ça, on peut avoir des très bons échanges, ça va nous aider. Mais tu sais, moi, je m'amusais à dire des fois, c'est comme une pièce de théâtre. Tu sais, on a chacun notre rôle, puis il faut pas le prendre personnel quand ça va pas, mais on joue chacun notre rôle, puis ça, il faut l'accepter. C'est comme ça que la pièce est bonne. Alors ça, c'est l'autre élément. Je vais vous donner euh, des exemples plus concrets. Apprécier les besoins de la population. L'élu, il reçoit des demandes, constate des besoins, il va dire, ben, il faut faire quelque chose. Le professionnel va dire, ben, il analyse et pondère les besoins puis informe les élus. OK, il y a tant de personnes, il y a des personnes qui vous ont dit que le camp de jour devrait ouvrir à 6 heures le matin parce que ils vont travailler. Maintenant, c'est combien? Comment on peut le régler? C'est-à-dire, moi, je le reçois peut-être parce que, de toute façon, quand vous êtes élu, vous êtes un élu vous allez prendre votre marche, vous allez à l'épicerie, vous allez partout. Hein, on est toujours un élu municipal dans la tête des gens. Mais en même temps, tu dis, OK, bon, tu demandes à ton. Donc, tu vas aller chercher le conseil. C'est là la réciprocité. L'élu dit, ben, moi, je perçois les besoins, puis moi, c'est moi mon rôle. Mais je vais te demander de me donner ton avis, de situer ça dans le gros portrait, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire. La mise à l'agenda, quand le mot mise à l'agenda veut dire, par exemple, je sais pas, une politique des aînés, nouvelle tarification à l'aréna, peu importe, là, des choses comme ça. Ben, c'est sûr que l'élu va sentir qu'il y a un besoin, mais l'autre, mais le professionnel, lui, peut dire il faudrait qu'on le fasse. Tu sais. Je sais pas, moi, j'ai travaillé avec une ville de la Saint-Césaire. Il y avait un aréna qui calait de 5 centimètres par année. Ben, tu sais, à un moment donné, le permanent, ben, il a fallu qu'il avertisse le conseil des conséquences. Là, le conseil a pris une décision, il a recommandé au conseil de faire des analyses. Identification des objectifs. Bon, le décideur, c'est l'élu, mais l'autre, tu peux recommander puis documenter. Et ça, vous allez, mais progressivement, là, ce qu'on pourrait objecter, puis on va continuer ces exemples-là, mais ce qu'on pourrait objecter, c'est de dire, ouais, mais tu sais, nous autres, là, notre responsable de loisirs, là, il y en a plein son casse, là, faut qu'il organise la fête nationale, les camps de jour, la fête, la fête de ceci, tout ça, faut qu'il anime le terrain, puis après ça, ben, c'est là qu'on va vous allez avoir arrivé les bénévoles, tu sais. Ben là, faut qu'on lui demande des choses là, qui sont peut-être bon, mais retenons ça, là. Il faut trouver des pistes pour qu'on a besoin que ça. Si ça se fait pas, ben là, vous avez engagé un code bleu du loisir, pas un responsable de loisir qui est sous le terrain. Puis vous allez voir ce que ces gens-là nous disent d'ailleurs. Puis ensuite, les analyses financières. Bon, c'était faut voir si on est capable de le payer. Les avis viennent de la direction générale. Puis l'autre qui prépare les analyses financières, les solutions alternatives, il présente hein, le choix des options. Ben, l'autre, il reçoit les options, il débat, il décide, l'autre il fait juste recommander. Mise en œuvre, ben, l'autre il fait un mandat, l'autre il met en œuvre. Puis, alors, vous voyez un petit peu ce que ça veut dire, les tâches des uns et des autres. Là. Il y en a tellement de décisions qu'on se fait. Et je pense que ça donne un espèce de frame de référence, de modèle auquel on peut se référer pour être capable de porter ces jugements-là. Alors, si on le regarde dans les zones de complémentarité, le conseil de ville, hein, il décide, il voit à ce que les services soient donnés pour les citoyens, puis en même temps, ben, il oriente. On prend ces trois gestes-là, dans quel sens on peut aller, qu'est-ce qu'on décide, puis après ça, on met ça en œuvre. Voici qui est le permanent pendant ce temps-là. Le professionnel, comme je disais tout à l'heure, par exemple, dans vos décisions, normalement, dans l'orientation, il vous donne les considérants. C'est juste une façon d'illustrer son travail. Consiste à dire, ben, écoutez, on a un vieillissement de population, on a un équipement qui est vieillissant, on a maintenant 50 nouveaux Syriens qui viennent d'arriver dans le quartier, il y a telle réalité. Puis après ce qu'on voit qui se fait chez nous ou ailleurs, on aurait 4-5 options, puis voilà les prix. Ça, c'est son job. Okay? Puis si il ne fait pas, lui, ben, on risque de le faire avec de toute façon, c'est sa job. Il faut qu'il la fasse. Ensuite, ben, le professionnel a obtenu, puis après ça, une fois que la décision a été prise dans le milieu, ben, il y a la responsabilité d'obtenir des résultats attendus puis de rendre compte au conseil.
C'est-à-dire, quand c'est passé dans la moulinette du conseil, là, on discute plus, on exécute. OK? Alors, après cela, donc, il voit la prestation de service. En fait, ben, puis pendant ce temps-là, le professionnel, il regarde toujours un œil sur la population, sur ses besoins, sur ses tendances. Donc, vous donner un autre exemple là-dessus, pendant la pandémie, hein, on a vu des gens se mettre à faire de ce qu'on appelle de la pratique libre, d'envahir les parcs. Il y a des gens qui se sont mis à marcher, qu'on voyait plus sortir. On a vu des affaires. Ben, comment ça, c'est donc qu'il faut que le service de loisirs municipal ou la machine administrative voit un petit peu en avant. Alors, vous voyez un peu les rôles encore là que chacun peut jouer. Puis en fait, le professionnel, il peut aussi informer ce qui se fait ailleurs. Alors, je pense que dans les 4 choses en blanc, là, ça vous donne une idée du mandat qu'on peut attendre de nos élus, de nos professionnels. Là, vous allez me dire, oui, mais il n'y a même pas d'activité pendant ce temps-là. C'est là qu'interviennent, surtout dans les petits milieux, les bénévoles. Moi, je pense que si votre permanent loisir est toujours sur le terrain à animer, vous allez, c'est comme un bateau qui a pas de cap, qui analyse pas où s'en va, il s'occupe. Mais ça, c'est une des jobs, par exemple, que le professionnel peut avoir pour obtenir les résultats, c'est un développeur de bénévoles. Moi, je pense que la meilleure comparaison, c'est le commissaire industriel. Le commissaire industriel, on ne lui demande pas de partir une entreprise. On lui demande d'aider des gens qui en font, de recruter des gens qui pourraient participer. Alors, dans les milieux ruraux, puis même dans les autres milieux, mais dans les milieux ruraux, le responsable de loisirs, il ne prend pas la place des bénévoles. Il mobilise, il soutient, il en accepte. Ça, je pense que c'est important parce que et il conseille. Okay? Parce qu'aujourd'hui, dans l'étude qu'on vient de faire, il y a 513 000 bénévoles en loisirs au Québec. Ça vaut 1,5 milliard de dollars. Si on devait les remplacer, il faudrait ouvrir 17 900 postes. Alors, mettons qu'on ne peut pas faire du loisir sans les bénévoles. Et je vous avoue qu'actuellement, on est de plus en plus, on les appelle plus nos bénévoles. On dit que c'est des citoyens partenaires. C'est des gens qui viennent collaborer. C'est sûr qu'on peut chicaner des fois. Il y en a qui font font ça des trips de pouvoir qui sont fatigants, mais il y en a autant là que dans les autres affaires. Mais je pense que dans le domaine rural, la mise en œuvre des choses, c'est les bénévoles qui la font, et ils exécutent pas tous les détails du conseil, parce que c'est les citoyens qui se prennent en charge. Tu Alors, mais en même temps, si le conseil les aide, c'est parce qu'ils aident. On dit, ben, vous autres, là, dans tel groupe, on va vous aider parce que on sait que notre population en a besoin. Il y a une espèce de double élément comme ça qui s'applique, là. Mais je vais revenir sur des questions précises de bénévolat, mais je vais rester dans la ligne des responsabilités de chacun pour tout ça. Alors, si on s'en va là après, donc on aborde ensemble les enjeux. Les élus doivent devenir des parties prenantes envers les problèmes avant de recevoir une recommande. En d'autres termes, moi, ce que je dis aux professionnels, d'abord, toi, comme professionnel, là, faut que tu connaisses les orientations politiques. C'est ce qui détermine un peu où tu vas aller. En même temps, il faut inviter tes citoyens quand tu vas sur le terrain. Quand tu rencontres les citoyens, implique tes élus. Puis inversement, là, mais implique tes élus. Parce que, messieurs qui est élu, là, écoutez pas, là, mais je pense qu'il faut, avant d'arriver comme professionnel, tu n'arrives pas au conseil et tu dis c'est ça que je veux, comme si c'était toi qui le voulais personnellement. Ce que tu veux, c'est de trouver une solution ou une approche pour répondre à un besoin de la population. En d'autres termes, les élus doivent se sentir. Il faut qu'ils sentent qu'il y en a un besoin avant de trouver la solution. Mais il y a des étapes, à ce moment-là, comme professionnel, pour travailler avec les élus. D'abord, de faire qu'ils saisissent bien les enjeux de cette chose avant d'arriver à une solution. Puis amener sur le terrain, connaître les orientations politiques, puis faites des rapports. C'est la communication, je le répète, c'est ça qui est la règle de base. C'est-à-dire, et pourquoi, quand je dis ça, c'est parce que j'ai souvent vu des professionnels qui sont là, ben, le conseil de ville ne décide pas. Ils ne disent pas où aller. Ben oui, mais c'est ta job, c'est de les conseiller.
s'ils ne bougent pas, c'est autant de ta faute que de la leur. C'est à toi à conseiller. C'est toi à amener les choses, à documenter les affaires. Mais c'est parce que tu n'es pas qu'un exécutant. Je répète, à travers ça, tu es un conseiller. T'sais. Mais en même temps, savoir lire c'est pour ça que je dis, il faut que tu lises les enjeux de tes apports. C'est ce que cet élément-là dit. Donc, par part du programme, tu regardes la population, puis tu regardes la meilleure façon de le mettre en œuvre. C'est ça ta job. Et ça, je répète, mais tu peux pas l'attendre du conseil que les gens fassent tout ça. C'est toi qui connais le loisir. Il peut y avoir. Maintenant, c'est sûr que dans l'informel, tu vas travailler peut-être avec ton conseiller en loisir qui va dire, ben là, regarde, ouais, au conseil de ville, tu sais, le loisir, c'est pas sérieux, là. Il y en a qui trouvent que c'est plus important le développement touristique, d'autres le développement industriel ou d'autres choses. Mais en même temps, mais c'est là que, ben, c'est ce qu'on dit. Donc, il y a un travail à faire de signifier les enjeux, de dire, écoutez, il y a un vieillissement de population, il y a ça qui s'en vient, regardez ce qui se fait, de cheminer dans des sujets. Et ça, les gens nous ont dit, si on marche bien, ça va beaucoup mieux quand on chemine vers une décision que quand on débarque là, comme si on allait rencontrer le Père Noël, le maître du centre d'achat, en disant, je voudrais avoir ça comme cadeau. Je caricature volontairement pour voir le comportement extrême là, que ça peut avoir. Assurer la complémentarité, c'est-à-dire, par exemple, dans le fond, là, puis on y arrive tranquillement, il y a l'élu, la population puis le professionnel, ces trois-là ensemble. Hein, qu'est-ce qui fait que la population, dans notre cas, il y a les individus, mais il y a les associations, il y a les comités, il y a les groupes, les clubs de ceci, puis tout ça là. C'est vraiment dans le domaine du loisir, vous savez, c'est la rencontre des trois. Et puis le citoyen qui est là, bon, je pense que pour mettre en forme, préparer le terrain, il va travailler avec son professionnel, mais il peut aussi, auprès des élus, il va faire valoir le besoin. Pour ça, il va le travailler. Et en même temps, ben, fait que, tu sais, avant, on disait, l'élu écoute la population, il prend des décisions, puis il donne des ordres aux professionnels. Bon, depuis longtemps, puis ça, c'est en Amérique du Nord, quand on regarde l'administration publique, on dit non, non, c'est vraiment un travail à trois. Alors ça, il faut donc se donner des outils pour que les trois agissent dans ces éléments-là. Donc, les élus entendent et reçoivent les demandes des citoyens au quotidien, demandent qu'il faut valider. C'est pour ça qu'ils retournent. Les professionnels exercent une veille de la population. Les deux consultent la population selon des procédures prédéfinies. Puis enfin, les élus devraient référer aux professionnels les demandes et les plaintes des citoyens normalement. Et puis, les professionnels devraient inviter les élus à observer les services et les activités en cours. Comme tu sais, vous voyez, là, c'est que quand on avait le rôle formel, mais dans le fond, on dit, ben moi, mais il y a un leadership qu'on attend des professionnels. Comme vous, imaginez que vous êtes chef de police. Qu'est-ce qu'il fait le chef de police? Il exerce, lui, facilement. Alors, quand dans notre domaine, il faut le faire, puis on le fait en complicité. Ça va? Là, on va aller à la prochaine. Là, les exemples, les élus ont un sens politique. Et moi, je veux dire, je trouve que quelqu'un qui est élu, des fois, comme professionnel, j'ai pas le même sens politique. Les autres, ils ont du flair. Un bon élu, il a du flair. Ben, c'est le complément. Moi, j'ai besoin d'avoir son avis. Eh bien, écoute, on pensait faire ça, puis toi, qu'est-ce que tu en penses? Même, je ne te demande pas de décider au conseil, mais c'est une ressource pour moi comme permanent. Il a été élu sur la base d'un programme et encore des préoccupations, puis donc ça a encore des besoins. Ça, il m'aide. Les professionnels doivent mesurer la faisabilité, les impacts des choses. Ils doivent saisir les occasions favorables. Ça, dernier bout, c'est la première fois que je l'aborde. Donc je travaillais autrefois avec une ville un peu plus gros, plus rurale, avec la ville de Sherbrooke. Là, il dit, écoute, nous autres, les projets d'infrastructure, on a 15 à la table. Puis on check pour que le programme du gouvernement vienne, puis on va le financer quand l'argent va arriver. C'est-à-dire, on est un peu pour garder les bonnes occasions. Il y a une place, et ça, on pourrait le faire. On sait qu'on a un besoin, c'est déjà fait, mais je flaire la bonne occasion. Et je vais dire au conseil, je vais informer le conseil là-dessus.
Ça, je pense que c'est aussi cette capacité-là par exemple, souvent dans les URLS, hein, bon, vont vous informer des programmes de finance, des programmes de subvention qu'il y a. Je sais qu'en tout cas, il y en a un certain nombre qui ont des sites qui nous informent constamment sur des programmes financiers. C'est sûr, si moi je suis un professionnel ou un permanent à loisir, ça, je surveille ça, puis là, hey, qu'est-ce que ce programme-là par rapport à tel besoin qui a été donné, c'est une belle occasion. Ça, si je le fais pas, je peux pas demander au conseil de le faire par lui-même. C'est une compétence propre, professionnelle qui doit être exercée. Alors, pas si vous voyez là, les rôles des uns, comment ils sont complémentaires, comment, mais il reste, puis comment, puis j'insisterai jamais assez pour dire comment on a un travail de leadership comme permanent loisir auprès du conseil. Okay? Si on ne l'exerce pas, je répète, mais je ne peux pas demander au conseil de le faire. Puis le conseil, lui, il va m'éclairer sur la faisabilité, sur la volonté, le travail entre le responsable de loisir, le permanent loisir, puis le conseiller ou la conseillère responsable. Mais c'est tout de regarder, est-ce que ça c'est faisable, est-ce qu'on est prêt à y aller? Il y a tout un qu'on appelle d'analyse stratégique là, dans les termes formels du mot. Là. Parce qu'il faut toujours se débrouiller avec le quotidien. C'est pas vrai qu'on peut planifier qu'on n'en maîtrise pas assez. En milieu rural, on n'a souvent pas les moyens de faire de nos ambitions tout le temps, de toute façon. Mais je pense que c'est ça que ça veut dire. C'est qu'au-delà des règles, dans le respect des règles de chacun, mais il faut occuper notre territoire, par exemple. Puis profiter. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est que les règles qui semblaient très strictes, mais si on le sait, il faut en profiter. C'est ça qu'un peu qu'il faut résumer, là, puis il faut être proactif. Puis, bon, alors, je vais y revenir tout à l'heure en parlant de milieu rural, mais je peux déjà en noter un petit peu. C'est clair qu'en milieu rural, on n'a pas tous les instruments. Mais il y a, à certains niveaux dans la machine, des sources d'expertise. Okay? Votre MRC, là, sur la connaissance de la population, puis la mouvance de la population, puis tout ça, elle est assez équipée. Faut pas oublier. Elle peut nous servir. Votre URLS, au Québec, il y en a des bons, il y en a des moins bons URLS. Je connais pas les vôtres, je veux pas les juger. Mais en principe, il y a un système là, de connaissances qui va se mettre en place, là, je sais plus comment il s'appelle, le nom qu'ils vont y donner, qui va être inauguré la semaine prochaine. Au bout du fil, les gens sont capables de vous dire, ben voilà les tendances, capables de vous éclairer. Les URLS, depuis 7-8 ans maintenant, on fait ce qu'on appelle le virage. Ils vous offrent des personnes avec des compétences particulières, en bénévolat, en équipement, en toutes sortes de choses. Alors ça aussi, peut vous aider, vous faire aider, là, parce que c'est sûr qu'on n'a pas tous les moyens. C'est pour ça que les URLS, c'est ce que Audrey parlait du milieu rural tout à l'heure, ben, les URLS ont un grand rôle dans le milieu rural, parce qu'en milieu très urbain, ils sont très bien équipés. Moi, je travaille avec la ville de Laval, mais c'est facile d'avoir 40 professionnels autour de la même table pour traiter une question, là. Mais, tu sais, moi, je me souviens quand j'ai fait le tour des municipalités, des fois, il y avait le maire, le responsable du camion, le secrétaire général, puis des fois, quelqu'un qui faisait de l'animation de loisirs. Mais je pense que c'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire, il y a des rôles où on ne peut pas prendre notre place, parce que si on se met à pas faire notre job ou faire celle de l'autre, ben, c'est démotivant pour l'un et l'autre, puis on va avoir des sources de conflit. Et si on règle, on respecte ça, tout ce qu'on vient de voir du travail d'équipe, puis ensemble, après ça, je vais en parler tout à l'heure, mais aller voir ailleurs, c'est souvent fort utile. Alors, les conflits, je vais vous donner un exemple. Il y a la tendance, la mairesse de Sherbrooke en arrêt de travail pour une durée indéterminée, le maire de la marche à Trois-Rivières, j'ai cité les choses d'un journaux, là. C'est pas moi qui l'invente, là. Le retour de congé de maladie, avoir sérieusement songé. Après un été soufflant, la mairesse de Chapelle, elle, a démissionné. Parce que les élus, puis je pense que si on les paie, on regardait à quelle heure ils sont payés, combien ils sont payés de l'heure réelle qu'ils mettent, écoute, on demanderait à Centraide de les aider, là. Les élus, le nombre d'heures qu'ils mettent, c'est pas possible. Et si déjà, ils se sentent obligés d'aller dans le détail à chaque fois qu'on n'est pas là en soutien, puis qu'on n'est pas là,
comprend pas dans la machine, avec eux développer des méthodes dans la machine, je veux dire, ils vont crever, ils vont faire ce qu'on est en train de dire là. C'est normal. C'est pas par mauvaise volonté. Mais pourquoi que c'est comme ça, puis ça ne l'était pas avant? Ben, c'est parce que je pense que de plus en plus, les municipalités sont préoccupées de la qualité de vie des gens. Tu sais, avant, ils faisaient du développement économique, ou bien ils s'occupaient, j'appelais ça les villes concierges, là. Sortent les déchets, sortent la vieille neige, rentrent l'eau propre, tu sais, s'occupent de la partie sanitaire. Mais quand on faisait le développement économique, c'était avec une coupe de, on travaillait avec un commissaire industriel, des choses. Mais là, c'est la qualité de vie des citoyens qui parlent de plus en plus, qui sont plus, je dirais, il y a plus de gérants d'estrade que jamais, avec des moyens de communication qui sont plus forts, avec des sociétés qui sont bien plus diversifiées qu'avant. Quand j'étais jeune, il y avait 2 genres. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 2. On a toutes sortes des opinions, des façons d'être qui sont variées. Mais on se préoccupe de la qualité de vie. Alors, je comprends que c'est plus soufflant. Faut pas, c'est pas un reproche, là. Mais je pense que c'est ça qu'il faut éviter. Il faut vraiment conseiller très, très bien, jouer les rôles de chacun. Tu sais, la résolution de conflit, d'abord, la mécanique légale. Le conflit ou insatisfaction se règle formellement en tenant compte en fin de compte entre le DG et le maire. Ça, c'est le lieu ultime. Si vous avez quelque chose qui ne va pas, c'est le lieu, ça va être ces deux-là qui doivent le régler ensemble. C'est les 2 patrons, d'une certaine façon. Okay? Ça, c'est la règle de base. C'est la règle. Bon, c'est le livre. Maintenant, on peut prévenir. Hein? On peut prévenir, respecter les zones de chacun et les pouvoirs de chacun. Mais ça, je répète, c'est volontairement que je répète 2-3 fois parce qu'il y a des idées qu'il faut mieux retenir que d'autres. Mais respecter les zones de chacun, c'est-à-dire, moi, si j'ai un nouvel élu, si je suis responsable de loisirs, ou si je suis un responsable, conseiller municipal responsable de loisirs, la première chose, on va s'asseoir ensemble, on va dire, regarde, moi, c'est ça ma job, toi, c'est ça ta job, comment on veut travailler ensemble. Je pense que c'est très normal. Il y a les groupes de travail informels, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a des politiques aussi. Ça, c'est intéressant. Quand la ville se donne une politique, c'est un peu comme si elle dit, ben voilà, notre guide général entre nous autres. Ça sert de terrain neutre. Il y a un mécanisme pour traiter des demandes et des plaintes, je le répète, puis de la discipline, c'est la meilleure façon. Là, je vais pas mal dit ça tout à l'heure. Maintenant, quand il y a de l'ingérence, qu'est-ce qu'on peut faire? On va aussi aller voir directeur des loisirs qui était à Contrecœur, qui n'est peut-être pas une grande ville, et qui est maintenant directeur des loisirs de Sorel. Comment il répond à ces questions-là quand on lui parle? Alors, Monsieur Benoît Simard, vous avez presque 20 ans d'expérience dans une municipalité qui a évolué, qui était à 5 000, qui est rendue presque à 10 000 maintenant. Alors, c'est donc une municipalité dans un milieu, une communauté d'une petite municipalité dont on parle. Et c'est à ce titre-là que la première question, c'est, vous avez donc eu 15 ans de relation avec les élus à différents titres, hein, de stagiaire à professionnel en passant par directeur. Alors, si vous aviez à parler à ceux qui sont dans le milieu maintenant, quelle attitude il faut d'abord avoir avec les élus pour que ça aille bien? Je pense qu'une des attitudes importantes, c'est de s'imprégner des valeurs locales. Parce que dans une petite communauté, nécessairement, il faut être près des gens. Donc, si on s'imprègne des valeurs locales, on est plus facilement identifiable comme un des leurs, un des citoyens. Donc, on connaît plus facilement les besoins, nécessairement. Une des attitudes aussi que je pense qui m'apparaît important, c'est d'être en mesure de développer aussi le réseau facilement, en étant déjà imprégné des valeurs locales, d'identifier les leaders locaux, de se réseauter mutuellement. Ça m'apparaît assez important comme attitude. L'autre élément qui est peut-être par conséquent, mais c'est d'identifier ou de connaître l'information sensible, connaître les besoins à ce moment-là de la population. Je pense que c'est un créneau qui est clairement une force que le professionnel loisir peut avoir, parce qu'en connaissant les besoins, il possède nécessairement les atouts nécessaires pour convaincre les élus que c'est favorable envers les citoyens.
Avez-vous l'impression, je coupe là-dessus, Ouais. que souvent les élus ils ont l'impression qu'ils connaissent les citoyens autant que vous? Ben, c'est pas faux. C'est peut-être pas faux dans l'optique où est-ce que le sujet qu'on va en faire, ça va être beaucoup plus dans un esprit objectif, attaché à des principes et des valeurs collectives. Et des fois, ce qui peut être malheureusement tendancieux et déjà observé, c'est que des fois, on peut satisfaire des gens qui sont près de certains élus, mais est-ce que ce sont les valeurs collectives pour autant? Ça, c'est une bonne discussion qu'il faut avoir. Et nécessairement, il faut identifier ces grands principes-là aussi au préalable. Là. Donc, l'attitude d'objectivité. Essentiel. L'autre élément, peut-être, c'est d'être présent. Parce que dans un petit milieu, la présence, développer son réseau, connaître les valeurs locales, si on n'est pas présent, je pense qu'on passe à côté du train. Là. Alors, on a un cas maintenant. Quand un conseiller municipal débarque dans une activité, puis il dit aux citoyens, ben là, c'est pas comme ça qu'on va faire ça dorénavant. Qu'est-ce qu'on fait quand on est permanent loisir? On écoute, on prend acte, avec justesse, peut-être que c'est pertinent. Il faut être ouvert, je pense, à ce type de commentaires-là. L'élu se voit comme un citoyen aussi. Là. Parallèlement à ça, au niveau sous le plan administratif, c'est sûr et certain je pense qu'il faut jouer le jeu du fait qu'on relève d'un directeur général. Et c'est le directeur général qui doit donner les ordres, en particulier par rapport à ses employés. Alors, il y a un entonnoir. C'est sûr et certain que le directeur en loisir doit être en mesure de bien décoder les besoins. Si l'élu arrive et intervient de la sorte, c'est peut-être parce qu'on a mal décodé les besoins puis on répond peut-être pas bien aux besoins à la base. Mais si on est proactif, si on a le sens des responsabilités, si on a déjà été validé auprès du directeur général les orientations de nos actions, puis qu'un élu nous arrive en disant c'est pas comme ça que ça fonctionne, on est tout à fait justifié de laisser savoir que faudra peut-être voir avec notre directeur général, justement, parce que tout ça a été validé. Est-ce que c'est une décision du conseil ou c'est une décision d'un élu? Ça, c'est une autre grande question qu'il faut des fois se poser. Une municipalité parle par résolution du conseil municipal, ne parle pas par le choix d'un élu seulement. Ça fait que par rapport à ça, c'est deux aspects. Donc, le directeur général, je pense, ça, c'est une clé cachée. Et s'il y a lieu, ben là, ça dépend du niveau d'importance des décisions, là, mais est-ce que c'est une décision du conseil ou c'est une décision d'un élu? Merci beaucoup de cette sagesse et de ces années d'expérience d'un jeune vieux. Ah, ben, ça fait plaisir. En fait, il nous répète ce qu'on disait tout à l'heure, mais quand il regarde le cas d'intervention vraiment dans 15 jours, ce qu'il présente, il dit j'ai de la discipline. Quand je dis que ça prend de la rigueur et de la discipline. Mon conseiller me dit ça, il dit oui, peut-être que moi aussi, là, comme permanent, j'ai pas vu. J'ai peut-être fait un erreur. Mais mon patron, c'est la secrétaire générale ou le directeur général. Et ça fait que une fois que tu dis ça, c'est sûr que si le conseiller municipal le sait, ben, il va dire, écoute, on peut en discuter, peut-être que toi, la partie où tu penses que tu peux t'améliorer, on va le faire, mais il reste que il y a une différence entre s'améliorer et prendre la place du processus formel de décision. Pas si vous comprenez, mais je pense que c'est important. Alors, c'est un peu ce que je retiens là, notamment là, de ce que notre ami Benoît vient de nous dire. En milieu rural maintenant, c'est quoi il y a des éléments particuliers, vous l'avez dès le début. Il y a des enjeux en milieu rural, hein. Vous le savez, les coûts souvent sont démesurés par rapport à notre capacité de payer. Il faut mettre à niveau des infrastructures, il y a des dépenses nécessaires dans l'avenir. Il y a diversité puis la demande des services de la part de la population, des nouvelles demandes qui sont vraies, nouvelle clientèle urbaine qui embarque en milieu rural. Avant, on disait, les gens en milieu rural, ils ont moins de besoins, mais ils ont les mêmes besoins que le monde de la ville. Ils expriment les mêmes attentes. On peut peut-être vous demander, je ne dirais pas qu'on irait jusqu'à vous demander un vélodrome, mais on pense qu'on peut tout, on a les mêmes, puis on a souvent l'absence de masse critique. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur les arénas, les milieux ruraux. Ben, tu sais, une aréna, là, faire vivre une aréna quand t'as moins de 6-7 000 habitants, ça prend, faut que tu gagnes à la loterie, là, tu sais. À moins que, mais nous, ça devient un choix politique de dire non, c'est important, puis je vais la financer.
Ça, c'est possible. Mais tu sais, je me souviens, j'ai travaillé avec une ville qui s'appelle Disraeli. Il y avait un budget de 700 000 de loisirs, puis 300 000 allaient à l'aréna. On s'était rendu compte que pendant ce temps-là, la population vieillissait, comme beaucoup de villages, puis ils n'allaient pas à l'aréna. Puis avant, il y avait même plus d'hockey mineur. Alors, puis ça, c'est vrai pour un aréna, mais si on voulait ajouter quelque chose d'autre, mais c'est clair qu'on a ce problème-là. On ne peut pas tout faire tout seul. Il y a un affaiblissement du tissu social, des fois. Donc, ça fait qu'il y a moins de bénévoles. Et quand la population vieillit, ben, les bénévoles vieillissent, eux autres aussi. Euh, les jeunes vont travailler ailleurs parce que, donc, puis notre expertise est réduite. C'est clair, ça, que ces réalités-là, elles sont présentes dans le milieu rural. Puis maintenant, au fil des années, ben, avant, il y avait des espèces de conseils de développement qui avaient des sous, ça a été renvoyé des MRC. Puis il y a des organismes qui ont disparu, il y a des changements de financement un peu partout. Alors, c'est sûr que les enjeux ruraux sont différents, qui nous obligent tranquillement à dire, ben là, on parlait des rôles tout à l'heure, il y a de l'expertise qu'il faut. Il va falloir qu'on aille en chercher, qu'on se mette d'abord, qu'on coopère ensemble un petit peu plus, tu sais, les orientations sur le loisir rural. Ben, tu sais, moi, je me souviens, on avait, qu'est-ce qu'on, on est allé une fois, on avait demandé à des URLS dans nos recherches, nommez-nous les villages où ça va bien. On a envoyé du monde partout, allez voir pourquoi ça allait bien. Ben, tu sais, partout, là, d'abord, il y a une concertation. On fait ça ensemble. Tu sais, je vais vous donner un exemple qui me vient à l'esprit. Euh, il y a un village près de Rivière-du-Loup. C'est la capitale nationale du roman policier. Il attire du monde tous les étés avec ça. Il y a un citoyen qui a dit, moi, là, ça m'intéresse. Les conseils de ville est embarqués. Ils ont trouvé de l'aide un peu partout. Ils ont réussi à faire quelque chose. Parce que tout le monde a travaillé ensemble. C'est vrai, il a assuré l'existence d'un leader. Puis, je vais vous le dire, mais ce qu'on a constaté, c'est que le leader, c'est pas nécessairement le conseil, c'est pas nécessairement le responsable de loisirs. Ça peut être eux, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Quand ils arrivent, on le reconnaît et on le soutient. Mais il y a des villes où on a vu des gens qui avaient des bonnes idées, des bons leaders, mais ça dérangeait. On n'avait pas prévu, mais ce qu'on a vu. Ensuite, ben, ça prend des alliances, des fois extra-locales. Ça met en place une structure de leadership et de concertation, assurer l'appui, la participation de la population. Il y a de la force dans la population. Tu sais, quand il y avait eu en Montérégie le grand déluge, excusez-moi, pas le déluge, le gel plutôt, le verglas. Et les villages qui s'en sont sortis, puis il y en a qui ne l'ont pas fait parce qu'on a travaillé ensemble. Alors, c'est clair que le loisir, c'est une affaire de tout le monde. De sorte que moi, pour ça, je vous dis, il faut le rôle principal, autant comme conseil de ville, c'est de mettre en place ce qu'il faut pour que les gens puissent travailler ensemble. C'est d'avoir chez le responsable de loisirs quelqu'un qui va aider les gens à travailler ensemble, à s'engager, à se simuler. Puis en même temps, puis ça, puis il y a ces changements de génération chez les bénévoles. Donc, puis il y a à reconnaître des fois qu'il y a. Alors, ça, c'est les grandes caractéristiques qu'on a vues dans les villages. Quand est-ce que ça marchait? Parce qu'on trouvait de ça. C'était une caractéristique qu'on voyait le plus souvent possible. Le plus souvent, pardon. Quel rôle dans un contexte de réduction des ressources dans les professionnels et les petites municipalités? On a, vous savez, à chaque année, il y a le rendez-vous rural qui se fait dans différentes régions. Puis nous, on en avait profité une fois pour faire une enquête auprès des gens qui travaillent dans le milieu rural pour demander, c'est quoi votre job? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites le plus? Puis voilà ce qu'ils nous ont dit. Et moi, ça m'a renversé. Connaissance et attente de la population, ça, c'est pas moi qui l'invente, là. Et les gens qui travaillaient dans les municipalités rurales qui ont dit engager et recrutement de bénévoles, mobilisation de la communauté, élaboration des programmes, soutien aux initiatives. Et c'est fascinant. Avez-vous qu'est-ce que le dernier? Animer des activités. C'est clair, parce que si j'anime, c'est quand même 69, là, on s'entend, là, c'est pas zéro. Il en faut pareil. Mais si ça devient le premier, ben moi, c'est ce qu'on va faire, c'est que
D'abord, il y a des bénévoles qui n'aimeront pas ça, si tu prenais deux places. Deuxièmement, ben, ça va être à l'infini. Les gens qui vont animer les activités eux-mêmes, euh, ils vont pouvoir animer ce qu'ils ont le temps de faire. Tandis que si on travaille avec des groupes, on va multiplier les énergies. En tout cas, moi, je vous dis, ça m'a étonné quand j'ai regardé ça comme ça, parce qu'effectivement, je comprenais que quand on est dans une plus petite municipalité, il faut être sur le terrain avec le monde. Mais quand on lui demande c'est comment vous voyez vos tâches, ben, c'est ce que les gens nous répondent. C'est drôle, par hasard, ça va assez bien dans ce qu'on entendait, là, ce que les gens donnent là, comme rôle des permanents. Alors ça m'a, pour ça que je voulais vous partager cette enquête-là là, qui a été faite auprès de, je sais pas, une couple de centaines qui ont répondu à l'enquête. On leur a demandé maintenant, spécificité du travail en milieu rural, bon, plus important en milieu rural, aussi important qu'en milieu urbain. En d'autres termes, maîtrise de plusieurs fonctions, la polyvalence, évidemment. Tout le monde dit que c'est 84%, c'est plus important. C'est beaucoup plus important quand tu es en rural qu'en milieu urbain. Tu fais plusieurs choses. Mais c'est là qu'il faut faire des. Mobiliser la population, tu vois, on est plus proche, animation directe, c'était moins, mais il reste que c'est plus que les permanents en milieu urbain. Soutien aux initiatives citoyennes, rôle de conseiller auprès des élus, mobilisation des ressources internes et externes. Vois-tu, ils disent, mais ça, on le fait autant qu'en milieu urbain, là. Parce que c'est pas la colonne de 84, ça veut dire que c'est ce qui est plus important dans le tâche, mais c'est ce qui considère qui est plus caractéristique du milieu rural. En d'autres termes, mais ce qui est plus fort, c'est ce qu'on vient de dire, la polyvalence, mobiliser le monde, faire bouger les gens, pas juste dans le sens de faire de l'activité physique, là, mais bouger socialement, les aider à le faire. C'est ce qu'on voit dans les tâches. En même temps, on va peut-être aborder une affaire, parce que vous avez posé la question j'aimerais ça, quand vous avez parlé de bénévolat tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait, ben, pour en parler, là, moi, je vous dirais qu'il faut être prudent avec les associations. Parce que je vais vous donner un exemple. Récemment, dans une municipalité, le comité de loisirs disait, ben, les gens veulent plus s'engager, il n'y a plus de bénévoles, il ne se passe rien. Et l'équipe du URLS est arrivée là, ils sont mis à regarder ce qui se passait. Ils ont invité la population. Là, les gens disaient, ben oui, mais moi, j'aimerais ça faire du tir à l'arc. L'autre, il disait, je veux faire ci. Finalement, à la fin de la soirée, il y avait 5, 6 comités de gens qui étaient passionnés par leur activité, qui se sont engagés, parce que le comité de loisirs, là, il était rendu en fin de vie. Nos organismes, disaient, attention, soyons prudents, il ne faut pas faire d'acharnement thérapeutique sur leur survie des fois. Parce que quand c'est les mêmes personnes qui sont là depuis 10 ans, depuis 15 ans, mais les autres disent, moi j'ai entendu souvent ça, ah, écoute, eux autres, on peut pas aller travailler avec eux autres, il faut juste travailler pour eux autres. Ou le groupe il est tellement fort, faire travailler ensemble, fermé, mais ils n'ont pas pensé de regarder autour pour amener les autres. Mais quand tu amènes d'autres personnes, ils pensent peut-être différemment de toi. Puis ça, j'ai une autre idée dans un autre village, dans le granit, où il y avait des bénévoles qui s'occupaient d'un tournoi de baseball, puis ils pensaient qu'il y avait personne pour prendre leur place. Il y a peut-être une cinquantaine de personnes dans ça, et quelqu'un qui lève la main, oui, mais tu me l'as pas demandé. En d'autres termes, la dynamique est importante, puis le bénévole, c'est pas juste les organismes, c'est les individus qui voient comment c'est l'ensemble de la population qui peut se mobiliser, pas toujours à travers juste un ou deux organismes. On peut aller plus loin là, si vous avez des questions, mais je pense que c'est ce qu'il faut retenir aussi, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, donc, on a fait utiliser la coopération entre municipalités. Dans quelle mesure c'est utile pour nous quand on est en milieu rural? Ben, tu sais, on met en commun on a regardé quelles sont les options qu'on a. On peut mettre en commun des ressources personnelles, une piscine, un aréna. Il y en a qui même ça va là, simplement, quasiment informel. On se prête nos estrades, on se prête nos tables quand il y a quelque chose, mais on peut mettre en commun des choses. Je me souviens, pendant le temps, aux îles de la Madeleine, il y avait 4 ou 5 villages. Maintenant, la fusion municipale les a réunis. Mais ils sont entendus, toi, là. Tu vas développer de l'expertise dans tel aspect, moi, je vais prendre l'autre, puis après ça, on va collaborer ensemble. Mais
peut-être avant de regarder ça, je peux vous dire, les villages, c'est plus comme c'était. Hein? Avant, dans nos villages, on faisait tout. Moi, je me rappelle, à l'école, à la messe, mon oncle et nos ma tante, ils vivaient là, ils travaillaient là. Tu sais, c'est ici, on a notre vie communautaire, comme un millefeuille, là. Toutes les feuilles étaient sur le même territoire. Aujourd'hui, des fois, on va même plus à l'école primaire dans notre village. Nos amis sont ailleurs. On va plus. Avant, on faisait notre épicerie dans le village. On allait à la banque dans le village. On allait rencontrer le médecin dans le village. C'est-à-dire que notre vie, elle occupe un beaucoup plus grand territoire. Et ça nous amène à une conception différente des choses. Le village, c'est un peu comme le quartier puis le voisinage des grandes villes maintenant. Puis ensemble, comme dans une plus grande ville, on peut partager des choses. Puis là, ça devient beaucoup plus, où on peut dire à un qui va le faire, mais je pense que c'est là se donner donc on est interdépendants, puis nos citoyens, ils habitent un territoire plus large. Tu sais, eux autres sont habitués déjà de le faire. Alors, c'est pour ça qu'on dit, ben, nos options, on peut se donner des lieux où on va travailler ensemble. On peut fusionner nos programmes. J'ai en tête municipalité Baie-Saint-Paul. Ils ont gardé le village autour. Il y avait quelqu'un qui donnait un excellent cours de danse moderne dans un village. Et quand ils ont lancé la programmation, le cours de danse moderne, c'est là que tu vas le prendre. Et puis nous, on va faire d'autres choses. On fusionnait nos programmes aussi. Et puis, on donne accès aux installations, aux programmes des autres. Actuellement, il y a toute cette bataille-là de dire, ben là, si je vais à l'autre, il y a une surtarification parce qu'il ne paye pas de taxes. Il y a plusieurs formules qui ont été inventées. On avait 2-3 heures, on pourrait aller dans le détail là-dessus. Partager informellement du matériel aussi. On peut intégrer ensemble nos services dans un organisme commun. Il y en a qui font un comité intermunicipal de loisirs. Alors, ça rend la capacité d'aller plus loin, de partager des ressources beaucoup plus importantes qu'avant. Les pistes de solutions, ben, les politiques liées au développement de l'offre à la population, ce qu'on se donne aussi comme outil par rapport aux bénévoles, les politiques de reconnaissance, des systèmes de déploiement de services. Le jour où tu dis, moi, mon village, là, c'est petit loisir de proximité que je fais. Parce que même s'il y a quelqu'un qui a une idée bien grande d'avoir un équipement là, régional, là, tout de suite, là, régional, je vais le faire avec les autres. Je ne peux pas faire ça tout seul. Mais je pense que c'est important de se donner une logique. Là, je parle aux professionnels, mais les élus, vous pouvez le comprendre. C'est quoi mon rôle, la qualité de vie au quotidien dans mon village? Puis regardons nos citoyens comment ils vivent. T'sais. Regardons où est-ce qu'ils travaillent, regardons où est-ce qu'ils vont ailleurs, où sont les amis, qu'est-ce qu'on peut faire chez nous. Puis il y en a peut-être d'ailleurs qui vont venir chez nous, mais parce que les amis sont là, puis ils se tiennent surtout par chez nous. Alors que j'ai vu des villes de dire, ben, il n'y a pas le droit d'avoir un bénévole dans un organisme qui ne vient pas de notre ville. Et là, ça ne marche pas. Mais tu sais, vous comprenez, il y a une attitude élargie qui rend que les choses sont beaucoup plus faciles, beaucoup plus rapides aussi entre les gens. Je veux dire, il y a une piste. Il y a une piste pour travailler. On pourrait aller plus loin. Maintenant, quand ça ne marche pas, comme là, je parle aux professionnels. Alors ça, j'ai posé la question, donc, bon, c'est sûr, quand ça ne marche pas, on l'a entendu tout à l'heure dans la relation entre les deux, hein. On va activer notre ligne hiérarchique, c'est-à-dire notre directeur général. On va refaire nos devoirs. Mais autrement, mais quand ça, on a fait tout ça, là, ça ne marche pas encore. Alors, on a aussi demandé à Mme Paulus, qui est directrice des loisirs de la TUC, qu'est-ce que ça fait quand ça marche pas? Ça peut être très décevant quand on s'est investi, je dirais, corps et âme, souvent, dans des projets, puis ça ne marche pas. Oui. J'imagine qu'en 17 ans, ça peut arriver dans une carrière, ça arrive à peu près à tout le monde de toute façon. Oui. Mais comment on prend ça? Comment on s'en sort? Comment on se laisse motiver? Oui. Je vous dirais que la suite est un peu entre nos mains. Parce qu'un coup qu'on a compris le contexte politique dans lequel on travaille, je l'appelle communément le lâcher-prise. Donc, c'est vraiment de pas le prendre personnel, tout d'abord. Je pense qu'un coup qu'on a compris que c'était pas nécessairement parce qu'on n'avait pas... On peut se questionner comme gestionnaire, est-ce qu'on a donné les bons outils aux élus, la bonne information? On les a influencés du mieux qu'on pouvait?
du moment où on a fait cette prise de conscience-là comme gestionnaire, qu'on a bien fait notre travail, puis qu'on a tout donné ce qu'on avait à donner par rapport au dossier en cours, puis finalement, le résultat, le conseil municipal décide pour un paquet de raisons de revirer ça de l'autre côté, ben c'est de passer à autre chose. Ça veut dire, ben après ça, c'est sûr que le professionnel en loisir a le travail maintenant à faire, un coup que la décision du conseil municipal a été rendue. Mais je pense qu'il faut pas le prendre personnel. Puis justement, on disait tout à l'heure, il y a un contexte politique qui soit favorable, défavorable, puis il faut maintenant travailler avec la décision qui a été rendue. Puis des fois, comme je dis à toute mon équipe, faut pas toujours se demander pourquoi ils ont pris cette décision-là. Il y a des choix qui leur appartiennent. Puis, il faut faire avec. Donc, du moment où on a ce lâcher-prise-là, puis qu'on met la main à la pâte dans le projet, qu'il fasse notre affaire ou pas, ben je pense que c'est ça la meilleure façon de faire pour que les choses aillent mieux par la suite. C'est de Parce que, comme vous le dites, avec les élus, on est dans une zone d'influence. Tout à fait. C'est pas une zone de contrôle. Exactement. C'est ça, hein? Tout à fait. C'est vraiment une nuance qui est bien importante à comprendre parce que du moment où on pense qu'on a été le plus possible dans influencer les choix des élus, ben justement la décision finale leur appartient. Puis quand on a compris ça, puis comme je le dis, de ne pas le prendre personnel, la décision qui sera prise, qu'elle fasse notre affaire ou pas, il faut tout simplement, je pense, passer au prochain projet puis s'assurer qu'après, ben, on leur donnera la meilleure information possible. Mais effectivement, vraiment, notre rôle, c'est de les influencer positivement le plus possible. Ben, écoutez, quelle sagesse. Merci beaucoup. Merci. Avant de passer aux qualités, c'est pas là j'ai le temps que Madame parlait, j'ai eu le temps de lire les questions ou les commentaires qui ont été sur le site. Puis il y a quelqu'un qui dit, parce qu'il y a des commentaires au fur et à mesure, ça va, mais il dit qu'il aimerait vous entendre sur les rôles de chacun lors de la planification d'événements quand les élus sont sur le comité de loisirs et sont aussi bénévoles. Comment valoriser leur aide sans tolérer l'ingérence? J'aurais envie de retourner à la question, mais on peut y aller déjà. Parce qu'au départ, là-dessus, moi, dans les petites municipalités, je vous dis souvent, il est bénévole, mais une fois qu'il est là, quand il y a une tâche d'organisation puis de planification, c'est pas un rôle de municipalité, c'est l'individu qui joue ce rôle-là. Je pense que c'est pas, mais le jour où il impose les volontés de la municipalité, ben là, c'est pas à lui de le faire. Je pense que c'est là la rigueur de l'élu municipal. Si la ville a une politique, puis il s'en va à l'encontre de ça, là, faut pas que tu te mettes dans un conflit d'intérêts d'une certaine façon. Mais si la ville a décidé quelque chose, qu'il y a un mandat, c'est que ça soit un tel qui s'en occupe, ben, on va s'assurer que ça c'est la personne qui vient en parler. Sinon, face à tes citoyens, tu joues en double, là. Mais je pense que, on l'a dit tout à l'heure, c'est le mot discipline. Tu sais, j'aimerais entendre sur les rôles de chacun lors de la planification d'événements. Si le comité planifie, on pourrait faire ça, maintenant on va voir si la ville peut nous aider. Ben là, tu peux dire que planifions-le, on va le faire du mieux possible. Parce que moi, comme élu municipal, de toute façon, il faut que je convainque mes collègues pareil. Tu sais, je peux pas prendre la décision à leur place. Donc, il faut que je respecte ça. Donc, j'y vais avec il y a un nouveau message qui vient s'ajouter. Mais comme élu, donc, on m'a déjà dit que selon la loi, je ne devrais pas faire de bénévolat. Madame GE, excusez-moi, j'ai juste lu les deux lettres, là. Mais comme élu municipal, moi, je pense qu'on n'a pas le choix de faire du bénévolat. Là, je me souviens une fois, j'étais devant 400 élus à l'Union des municipalités, et je lui ai demandé comment il y en a qui sont devenus élus parce qu'ils avaient déjà fait du bénévolat. Il y a 2 tiers de la salle qui a levé la main. Mais en même temps, ça veut dire que mais tu t'es pas là t'es là comme citoyen. Quand c'est le temps, je répète, il y a une rigueur à y avoir de dire ça appartient au conseil. Je vais demander aux gens qui portent le dossier de nous en parler, ou je peux en parler au conseil, mais il y a pas, c'est le jour où tu n'utilises pas ton autorité. En même temps, il y a des règles à suivre. C'est ça, ce que vous dites, madame. Moi, je me souviens d'un cas où tu as un organisme qui prépare un dossier, et après ça, il va demander du financement au conseil, mais si c'est le conseiller qui est le permanent, ben là, c'est comme le président du syndicat qui va demander au patron, et qui est le patron après, tu sais.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit on s'aligne pour faire la décision finale au conseil, ben, je pense qu'il y a une délicatesse qui consiste juste à se retirer, c'est-à-dire, ben, écoutez, je vous laisse le décider parce que je vais être assis sur la chaise du décideur à l'autre bout. Je peux vous conseiller, mais c'est ça, c'est beaucoup dans l'attitude personnelle, c'est pas selon la loi. C'est pas, c'est-à-dire que au sens très strict, faut éviter d'être en conflit d'intérêts, donc d'être en même temps celui qui demande quelque chose au conseil au nom d'un groupe, celui qui l'accorde après ça quand il est assis sur l'autre chaise. Ça, il y a un commentaire qui vient un peu plus loin, c'est comme l'entrepreneur qui est sur le comité de développement de quelque chose, puis après ça, il soumissionne pour l'avoir. Ça marche pas non plus. C'est-à-dire, j'ai jamais entendu ça, à moins d'apparence de conflit d'intérêt. Un élu qui a une compagnie de construction qui ferait bénévolement des travaux pour rénover un bâtiment municipal. Ben, pour moi, c'est pas nécessairement un conflit au sens où s'il rénove ça, c'est lui de toute façon, il n'y aura pas le contrat si c'est bénévole qui le font. Mais c'est pas simple tous partout. Je ne sais pas si vous vous souvenez du cas où des parents avaient décidé de peinturer un espace dans l'école, puis la corporation des peintres, le syndicat FFTQ, c'est objecté en disant, ben, c'est notre responsabilité, tu ne peux pas faire ce geste-là pour nous. Alors ça, il y a des zones comme ça qui sont effectivement un petit peu plus gris, là, mais qui demandent à ce qu'on... mais c'est beaucoup dans le milieu rural, je répète, mais c'est de l'éthique personnelle. Mais je vous dis, les cas qu'il faut éviter, je répète, là, mais les cas qu'il faut éviter, c'est peut-être qu'être président du comité de loisirs, par exemple, être membre il y a quelque chose il va faire, c'est peut-être plus propice à avoir un conflit d'intérêt, là. C'est toi, tu ne veux pas négocier avec toi-même, peut-être une aide de la ville. Mais tu peux être président du comité de loisirs parce que, bon, il y a l'entente avec la ville qui est faite en dehors. Mais je pense qu'il y a des dangers. Et l'autre danger que j'ai vu moi, sur le terrain par expérience là-dessus, c'est des gens qui sont des conseillers sont partout. Qui fait qu'à un moment donné, là, toutes les tâches sont mélangées et ça laisse les gens ont l'impression que tu mènes tout pour rien. Et en même temps, ben, des fois, les gens s'impliquent pas. Alors ça, je pense que c'est une façon de répondre. Je ne sais pas s'il y a d'autres sous-questions qui viendraient sur cet aspect-là, là, mais c'est un peu ça, Mme Emery. Bon, je suis correct. J'ai compris que je répondais à votre question. Puis revenons sur le bénévolat. Vous en avez parlé beaucoup. Comme je vous dis, dans le domaine du loisir, même si on avait de l'argent pour se payer tout le monde qu'il faudrait quand même avoir des bénévoles. Une communauté, une collectivité, un village où les gens s'impliquent pas. On ne peut pas dire que c'est dynamique que sa vie. Hein? La qualité de vie ne tient pas au fait que sinon le conseil de ville, c'est pas un Walmart qui donne des services à tout le monde. Les citoyens, là, c'est leur affaire, c'est chez eux. Ils développent leur sentiment d'appartenance en s'impliquant. C'est comme ça qu'ils deviennent plus sensibles aux enjeux, qu'ils sont capables d'être solidaires. Puis dans le domaine du loisir, ça s'appelle temps libre. Il y a une partie qui leur appartient. Et ça, sans l'implication si les gens ne prennent pas en charge, qu'ils ne participent pas que les parents ne transportent pas les enfants jamais, que les gens qui ensemble aiment faire telle activité se réunissent pour s'organiser puis demandent un espace à la ville, qu'il n'y ait pas de club d'âge d'or. Imaginez qu'il n'y en ait pas de ça. Ça serait plate. Alors, je pense que dans ce sens-là, ils sont indispensables, non seulement parce qu'on n'a pas d'argent pour les remplacer, mais parce que ça fait partie de la qualité de la vie. Que les gens soient. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure, on est avec des personnes un peu partout, là, on commence à dire, peut-être qu'on va parler d'un citoyen partenaire qui agit bénévolement. Mais c'est ça. Puis quand on parlait du bénévolat des jeunes, ben, les jeunes, quand on leur pose la question, mais pourquoi tu veux être bénévole? Ben, souvent, c'est leur première expérience de s'impliquer et d'être reconnu dans leur collectivité. Ça fait partie de leur socialisation. Ça fait partie du développement des leaders de demain. Et le conseil de ville et même la direction de loisirs ne prend pas la place des gens. Il aide les gens à se prendre en main. Et ça, c'est un principe fondamental en loisirs.
Puis ça fait que les gens se sentent chez eux. Puis là, ils vont commencer à s'impliquer, puis ils vont ils vont comprendre mieux les choses, alors que s'ils se voient juste comme un client qui a le droit de tout avoir quand il demande quelque chose, ben, on ne sera plus capable d'y répondre de toute façon. Mais l'important, c'est, pour ça, le bénévole, là, c'est essentiel à la vie d'une collectivité. C'est essentiel au loisir. Puis c'est essentiel au, on allait me dire tu charries, là, mais au bonheur des gens. Qu'est-ce que les gens veulent? Nos enquêtes, quand on lui demande, pourquoi vous faites du bénévolat? Qu'est-ce qu'il nous répond? Je veux sentir que je suis utile. Je veux rencontrer les gens. Je veux avoir du plaisir avec les gens. Puis je veux faire quelque chose. Mais, et ça, euh, mais, bon, mais en même temps, quelqu'un me dit Madame Paillard, c'est ça? Ou monsieur, je ne sais plus, je vois juste LES Paillard. Mais c'est les gens, mais c'est ça, puis les gens s'impliquent, puis il y a des raisons. Là, on pourrait en parler un peu plus longuement, mais les gens s'impliquent d'abord quand ils se sentent touchés par quelque chose, quand ils sentent qu'ils sont sont en gang. Le recrutement, là, c'est toujours personnalisé. La pancarte, on a besoin de bénévoles, les enquêtes montrent que ça a un effet sur 4%. Donc, c'est personnalisé. Les gens s'embarquent une question d'approche et de la collectivité, tout à fait. C'est comme ça qu'on aborde les gens. Donc, les bénévoles disent, ben là, je t'invite, on veut-tu, ben, on peut-tu faire ça? On a une gang, on va-tu se mettre ensemble? C'est sûr que quand vous avez une gang qui veut faire quelque chose, peut-être qu'ils ne feront pas exactement comme vous voudrez, mais ça fait partie du jeu qu'il faut accepter aussi. Puis souvent, qu'est-ce qui tient un bénévole? Vous direz, en certains égards, c'est la passion. Tu sais, d'avoir, puis ça, tu sais, quand les gens me demandent, ben, les enquêtes, ils disent, je suis pas bénévole, j'ai pas le temps. Moi, je réponds toujours, imagine que tu es célibataire puis que tu rencontres l'âme de ta vie, là. Tu vas trouver du temps tous les soirs pour la rencontrer. Et les bénévoles, c'est des gens de passion. Il faut qu'ils aiment ce qu'ils font. Alors, si on les implique trop dans une vie juste sur gérer des affaires dans un comité, qui sont pas habitués de faire ça, ça marchera pas. Donc, c'est très concret. Puis des gens nous disent que c'est des invités. Et en recrutement de bénévoles, là, il y a un mot-clé, c'est demander. Puis je vous dis, quand on demande à quelqu'un, on y fait un plaisir d'ailleurs. Quand on demande à quelqu'un, on lui dit, tu es capable de faire ça, on a besoin de toi. Mais ça, chez les retraités, c'est encore plus important. C'est pour ça que les gens nous disent, je veux plus avoir sur mon t-shirt bénévole. Si quelqu'un, il y avait une troupe de théâtre amateur, puis que vous avez un metteur en scène, il dit pas qu'il fait du bénévolat, il dit, je suis metteur en scène bénévole. Alors, dans le domaine du loisir, c'est comme ça qu'on commence à le voir. Bon nombre. Et puis, je pense qu'il y a des gens qui continuent à le faire. Les gens sont pas moins généreux, mais ils font plus par abnégation. Hein, quand on a été élevés, nous, c'était, euh, c'était lié à la charité, le bénévolat presque. Tu sais, je sais pas si moi, j'ai été dans les scouts, il y avait une prière des scouts qui disait à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures. Tu sais, ça devient, c'est quasiment de l'abnégation et le bénévolat. C'est pas ça. C'est d'avoir du plaisir, d'être utile, travailler avec des gens. Ça, c'est ça. Mais ça, si on prend pas le temps que ça existe, si on prend pas le temps que les gens se rencontrent, ben, ça marchera pas. Et un exemple là-dessus, vous savez, dans certains grands événements, là, il y a des gens qui prennent des vacances pour avoir des tâches niaiseuses. Mais je pensais à des gens qui vont à des cours de vélo, là, qui font juste arrêter les autos au bout des rues pour que les cyclistes puissent passer. Mais c'est parce qu'ils sont en gang, donc du plaisir. Ça fait 2 mois qu'ils se préparent à se rencontrer cette fin de semaine-là. Donc, c'est pas juste des gens qui viennent exécuter des tâches. Et ça, je pense que c'est extrêmement important qu'on l'ait vraiment en tête, cet élément-là. En tout cas, écoutez, je suis bénévolat, on pourrait se revoir pendant 2, 3 heures, j'ai plein du matériel pour vous. Mais je pense que dans ce sens-là, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que votre permanent loisir, si vous le mettez à faire trop de jobs sur le terrain, ben, son rôle de mobiliser. Quand tu travailles avec le conseil, vous autres, vous, comme élus municipaux, dans un milieu rural, je pense que la principale tâche, c'est de mobiliser le monde, les aider à s'embarquer, les soutenir dans les initiatives, leur donner des idées.
puis mettre en place, appelons ça, un environnement favorable pour qu'ils le fassent. Le restant, parce que le loisir, nous, on parle du loisir public, hein, c'est à la place publique. C'est là que les gens se rencontrent. On va où à ce temps? On va plus à l'église. Il n'y a plus de caisse populaire. Il n'y a plus de marchand général où on flânait. On dit métropole, métropolis. Tout est là. Donc, le sens de la ville, le sens des tendances, le sens des préoccupations des gens, le sens du mouvement. Ça, je pense que d'être capable de décoder ça. Moi, comme fonctionnaire, il faut qu'il y ait un sens politique au sens noble du mot. Capable de décoder les tendances. Puis ces tendances-là, souvent, ils s'expriment lors de l'élection en privilégiant tel ou tel élu. Première qualité. Deuxième qualité, un sens éthique fort. Et puis ça, ben, bon, peut-être que je finirai par ça. C'est parce qu'il y a un sens éthique. Il y a l'éthique que vous avez. Vous avez la loi d'éthique là, qui vous oblige quand on est élu, d'adopter un code d'éthique pour les élus, éthique pour les élus, pour le personnel. Mais il y a aussi chez les permanents loisirs l'éthique par rapport à la nature du loisir. Le loisir, c'est le temps où les gens sont les auteurs de leur activité. Et où les gens, c'est ça, c'est le sens. Les gens disent, ah, je prends du temps pour moi. L'origine du mot loisir, c'est ce qui m'est loisible, que ce que je peux faire. Ben, puis souvent, ben, on oublie ça, puis on se contente de travailler avec ceux qui ont trouvé leur univers, qui est un champ d'activité. Mais tu sais, la majorité des gens chez vous, là, puis dans toutes les enquêtes, on nous dit, qu'est-ce qui est important? Ben, l'activité que je fais, c'est le prétexte. Le prétexte pour avoir du fun, pour rencontrer des amis, pour découvrir des choses. Il y a plein d'autres affaires. Donc, l'éthique du loisir, qui veut dire la capacité d'initiative, l'accessibilité aux gens aussi. Alors ça, c'est la rigueur. Depuis tout à l'heure, on le dit, la rigueur. Pas profiter de tes postes, quand on parlait d'être bénévole ailleurs, pas en profiter, avoir une rigueur comme permanent, de pas jouer la mamère, excusez, mais d'avoir le maximum d'objectivité possible, d'être capable de donner la place des choses. Puis la communication, on l'a dit depuis tout à l'heure, tout ça dans un village, avec les citoyens, avec les élus, c'est vraiment tout est là. C'est dans la communication. Notre ami de Sorel, il disait, de sentir un citoyen dans son milieu, de sentir la communication, surtout dans le milieu rural, là. On se parle, on se voit, puis tout ça, puis chacun, dans le fond, on est des ressources les uns pour les autres, on n'est même pas des autorités. Et ça, je pense que c'est important. Une capacité des élus à exprimer ce que je dis aux élus maintenant. Sachez, messieurs, mesdames les élus, quand vous donnez un mandat, d'être clair possible, le plus clair possible, de vous assurer comment votre permanent a compris le mandat que vous lui donnez. Puis comme permanent, je vous dis, demandez à l'élu, si vous ne comprenez pas clairement ce que ça veut dire, il faut le demander. Si ça c'est clair, déjà la relation va être certainement meilleure. C'est ça qu'il faut. Je terminerai sur le sens éthique là, de savoir qu'on travaille ensemble comme ça. Et pour faire une petite finale, bien le fun pour confirmer ce qui me parlait du bénévolat. On a fait le calcul au Québec, ce sera mon dernier. Mais au Québec, on a dit un citoyen au Québec qui reçoit une pièce de service. Okay? Il y a 37 cents, 38 cents, c'est le temps bénévole dans la pièce. Compte tenu de la valeur du temps dans les bénévoles. La ville, c'est 27 %. Donc, il y a 27 cents sur la pièce qui vient de l'argent de la ville. Il y a 24 cents qui vient des organismes qui réussissent à se trouver des fonds. Puis il y a 11 cents qui vient du fait des revenus de tarification. En d'autres termes, au niveau municipal, c'est le seul secteur où tu mets 27 cents pour donner une pièce de service à tes citoyens. Essayez de faire ça avec la police. Essayez de faire ça avec les routes. Essayez de faire ça avec ils appellent ça l'environnement maintenant, là, les déchets et tout ça. Il n'y a pas de service qui existe comme ça où vous mettez une pièce, 27 cents, puis vous donnez une pièce de. Alors, quand je vous dis l'importance de développer le bénévolat, c'est fort. Mais c'est donc ce qu'on appelle en bon français du seed money, de l'argent que vous mettez en loisir. Et si vous êtes responsable de loisir, vous devez convaincre vos collègues qui trouvent que c'est de la dépense, c'est juste du jeu, puis c'est pas sérieux le loisir, là, vous avez là un certain argument.
que vous pouvez utiliser. Je finirai avec ça. Je vous souhaite une bonne soirée.